Bon, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on peut démarrer ce débat. Déjà, merci beaucoup d'être présents sur le stand de la jeunesse communiste de la Loire et de Clermont-Ferrand, donc du Puy-de-Dôme. Il y a un petit peu de monde, ça fait vraiment plaisir de voir que ce sujet il est important et qu'il a vraiment une place, notamment il prend bien sa place sur la fête de l'UMA. On a vraiment besoin d'entendre des débats comme ça et des échanges qui permettent de continuer la lutte. Juste avant de démarrer, on a une captation vidéo. Donc pour celles et ceux qui ne souhaitent pas apparaître sur les images, n'hésitez pas à lever la main et on fera en sorte que vous n'y soyez pas. Ok. Donc peut-être, je sais pas, Lénie, est-ce qu'il y a moyen que tu prennes les mains levées pour éviter qu'on soit sur la captation vidéo? Ok, trop bien, merci. Bon, déjà, petite excuse au concert à qui on a pris la fame. Hein, bon, bah voilà. Non, je rigole, mais plus sérieusement, merci beaucoup. On va commencer ce débat. Donc là, la question à laquelle on va se poser durant tout ce débat, c'est globalement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une montée du fascisme, hein, elle date pas d'aujourd'hui, on voit que là, on est globalement dans un tournant assez complexe et il va falloir vraiment tenter de répondre à cette question aujourd'hui de comment on continue la lutte, comment on essaie de faire une convergence pour aller au maximum contre le fascisme qui monte très très vite. Peut-être se rappeler que là on est sur un débat donc de 2 heures à peu près, on a jusqu'à 16 heures pour vous expliquer un peu en vite fait comment ça va se passer. On va se faire un temps d'échange déjà de 10 minutes par intervenant, ensuite un temps de questions collectives et ensuite on passera le micro bien évidemment pour celles et ceux qui ont des questions supplémentaires. Bon. Déjà pour commencer, merci beaucoup aux intervenants d'être présents et de venir discuter un peu de cette question-là. Pardon. Aujourd'hui, on va peut-être commencer avec toi Hugo. Donc on a pu t'entendre notamment sur Blast, etc. Et je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui ont déjà vu tes conférences. Sociologue, donc spécialiste de la question du fascisme. Peut-être aujourd'hui, la question qu'on peut te poser, c'est quels sont historiquement, quelle est historiquement l'histoire du fascisme et quels sont ses mécanismes d'existence. Voilà. Ouais, alors je vais intervenir, je pense que mon intervention répondra en partie à ta question, et j'espère en tout cas, mais je voudrais repartir du thème du débat qui était, donc le débat était intitulé « Gagner contre le fascisme » et je pense que c'est un bon titre parce que ça pose l'enjeu principal, je pense, de toute notre période historique et en France et à l'échelle mondiale, qui est comment les forces populaires et les mouvements d'émancipation peuvent faire reculer et vaincre le fascisme, le néofascisme, peu importe. Et comme on dit souvent, il y a une course de vitesse qui est engagée. Il faut être clair sur le fait que si on est vaincu, si nous sommes vaincus, et ce nous inclut beaucoup plus largement que simplement la gauche politique, le NFP, la NUPES, j'en sais rien, ou la LFI, etc. Le nous, c'est l'ensemble des forces populaires et des mouvements d'émancipation, et qui inclut évidemment les mouvements antiracistes, féministes, anti-guerre, etc. Si on est vaincu à l'échelle mondiale, qui est l'échelle de ce capitalisme du désastre qu'on connaît déjà, les pires calamités s'abattront sur l'humanité. Non simplement la radicalisation de toutes les formes d'oppression jusqu'aux crimes de masse, non seulement l'écrasement de toute capacité de résistance organisée, qu'elle soit syndicale, paysanne, antiraciste, féministe ou anti-impérialiste, mais l'anéantissement des conditions de vie sur la planète, parce qu'il est vrai que le néofascisme, c'est le nom et d'une politique revancharde et suprémaciste, et en quelque sorte purificatrice à l'encontre des opprimés, des non-blancs, des femmes, des LGBTI, des personnes en situation de handicap, etc. D'une politique de destruction complète des droits sociaux et démocratiques conquis par la classe travailleuse au 19e et 20e siècle, mais aussi d'une politique, il ne faut pas l'oublier, visant à accélérer le train de la destruction environnementale, de pousser à fond la logique du productivisme capitaliste sous la férule, sous la domination du capital fossile, des industries militaires et de surveillance, de la big tech, de l'agro-business, etc.
J'insiste sur ce point parce que parfois j'ai l'impression qu'on ne prend pas tout à fait au sérieux, dans notre camp y compris, l'idée qu'il y a une menace fasciste. J'entendais récemment une historienne du fascisme et de l'antifascisme, dont je peux être assez proche par ailleurs, qui disait que l'antifascisme avait une actualité, mais qu'on ne faisait pas face à des formes ou des variétés de fascisme. Bon, je trouve ça un peu étonnant. Perso, j'ai pas le goût ni des paradoxes, ni du temps perdu. Donc s'il y avait rien qui avait quelque chose à voir avec le fascisme dans notre situation historique, j'avoue que je ne perdrais pas une heure de mon temps avec ces histoires d'antifascisme. Donc dire qu'il y a une menace fasciste et un processus de fascisation déjà à l'œuvre, c'est affirmer quelque chose de précis, c'est affirmer qu'à l'horizon, il n'y a pas simplement un peu plus de répression et de racisme, ou un capitalisme un peu plus brutal qu'il ne l'est déjà, ou des groupes suprémacistes et masculinistes un peu plus nombreux. Parler de fascisme et de fascisation, c'est dire que ce qui hante le capitalisme dans sa phase actuelle, qui est une phase de pourrissement à tous les niveaux, économiques, environnementaux, politiques, social, spirituel même, idéologique, ce qui hante la situation du capitalisme, c'est un nouveau type d'État qui façonnerait de nouvelles subjectivités fascisées et qui renforcerait, qui décuplerait tous les micro-fascismes déjà existants en leur permettant, en leur donnant la possibilité de s'institutionnaliser à une échelle beaucoup plus vaste et avec des effets beaucoup plus intenses et donc beaucoup plus oppressifs encore que dans la situation présente, donc pour des millions de personnes. Donc on pourrait dire que la première chose pour gagner contre le fascisme, c'est de reconnaître et de nommer l'ennemi, de le dénormaliser, ou plutôt de comprendre que ce qui devient la normalité du capitalisme dans sa phase actuelle, du capitalisme tardif on pourrait dire, c'est une variété de fascisme qui ne ressemble pas trait pour trait au fascisme de l'entre-deux-guerres, mais qui partage avec lui un certain type de vision du monde, un certain type de projet politique, un fascisme qui se cherche encore, un fascisme qui balbutie encore, qui n'a pas encore peut-être trouvé tous les ingrédients pratiques et toutes les recettes stratégiques pour aller au bout de son projet, pour transformer radicalement et intégralement l'État dans un sens fasciste, mais qui est sur cette piste, qui avance sur ce chemin avec le soutien d'une frange croissante de la classe capitaliste. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous montre le génocide à Gaza, commis par le fascisme colonial israélien, avec le soutien de toutes les puissances occidentales, sinon qu'il faut prendre au sérieux ce que disent les fascistes de ce qu'ils veulent. Les fascistes israéliens ont toujours été très clairs, ont toujours été ceux qui disaient que pour aller au bout du projet de colonialisme, de remplacement qu'a toujours été le sionisme dès la fin du XIXe siècle, il faudrait non pas simplement confiner les Palestiniens et Palestiniennes de 48 dans une citoyenneté de seconde classe, non pas simplement les isoler dans une prison à ciel ouvert comme ce qu'était Gaza depuis 2007, non pas simplement les arrêter arbitrairement et les emprisonner par milliers, y compris des enfants, sans procès, non pas les déposséder de leurs terres et de leurs maisons comme ils le font en Cisjordanie et à Jérusalem, y compris en les assassinant si nécessaire, mais les anéantir ou les expulser dans leur totalité, ce qui est actuellement le projet et ce que fait pratiquement le gouvernement israélien et l'État israélien actuellement. Donc, quand les fascistes français parlent de grand remplacement, quand ils parlent de remigration des immigrés et descendants d'immigrés postcoloniaux, autrement dit de déportation à grande échelle, tendons l'oreille et prenons-les au sérieux. N'imaginons pas que cette petite musique purificatrice, de fait, se contentera de simples paroles ou de maintenir telles quelles, plus ou moins, les législations d'ores et déjà en vigueur, islamophobes, anti-immigrés, etc. Soyons persuadés que s'ils l'emportent, à moyen et long terme, ils chercheront à aller aussi loin que possible dans le sens d'une politique antisociale, autoritaire et raciste, aussi loin qu'on les laissera aller, puisqu'il est vrai, hier comme aujourd'hui, que toutes leurs avancées sont faites de nos reculs. Mais vaincre le fascisme suppose et supposera beaucoup d'autres choses, pas simplement donc de nommer de l'ennemi, etc., mais aussi de ne pas se contenter d'un antifascisme moral qui est celui des centristes et des sociodémocrates, de tous les pays d'ailleurs, hein, de l'Italie jusqu'aux États-Unis en passant par le Brésil ou la France, un antifascisme moral au sens où il se contente d'en appeler à la conscience des électeurs ou électrices, de susciter leur indignation en leur faisant la leçon au nom de grandes valeurs démocratiques ou républicaines que les fascistes bafoueraient, et qu'ils bafouent effectivement, alors même que ces centristes et ces sociodémocrates, Biden, Macron, Starmer en Angleterre, Scholz en Allemagne, sont précisément ceux qui serrent les rangs derrière l'État d'Israël dans sa campagne génocidaire à Gaza, alors même que ce sont leurs politiques anti-migratoires qui tuent froidement chaque année des milliers d'exilés, pour ne prendre que ces deux exemples. Donc politiser l'antifascisme, ce qui implique là encore tout autre chose que les vaines tentatives de rafistolage de majorité parlementaire que pratique actuellement la direction du Parti Socialiste, qui s'imagine peut-être par ce biais résoudre la crise politique, alors qu'on sait très bien qu'elle ne constituera, si ça devait advenir, que la béquille pathétique d'un macronisme à l'agonie. Et évidemment par ailleurs un ascenseur pour les fachos
qui pourront dire voilà ce qu'est la gauche, voilà cette gauche qui pactise avec la Macronie, alors même qu'on sait par ailleurs que le RN vote une grande partie des projets macronistes depuis 3 ans. Politiser l'antifascisme, ça implique aussi plus et mieux qu'une simple entreprise de pédagogie qui viserait à former et informer des gens considérés, à mon avis, trop rapidement comme ignares ou comme simplement abreuvés de fake news ou trompés par les médias Bolloré, etc. Le combat culturel contre le fascisme, dont on parle beaucoup en se réclamant souvent un peu rapidement de Gramsci, ça se résume pas à trouver simplement le bon message. Alors j'entends, il y a des débats sur est-ce qu'il faudrait pas un peu saupoudrer notre antifascisme d'un peu de patriotisme internationaliste, mettre un peu de nation dans cette affaire de bleu, blanc, rouge, de Marseillaise, etc. C'est pas simplement trouver... Bon, par ailleurs, je trouve que ça n'a aucun intérêt, c'est se condamner à l'impuissance par ailleurs, mais c'est pas simplement trouver le bon message, c'est pas simplement produire une information alternative, même si c'est important. C'est pas simplement proposer des formations antiracistes et féministes, même si c'est important par ailleurs. Si on veut... avant d'être une bataille informationnelle, si on veut mener le combat culturel, il faut comprendre que c'est d'abord et avant tout un combat militant. Dans l'esprit de Gramsci, c'était un combat militant, un combat politique et militant, qui suppose en premier lieu d'accroître, d'augmenter, d'élever le niveau d'organisation et de mobilisation des classes exploitées et opprimées dans les lieux de travail, dans les quartiers, dans les villages, dans les lycées, dans les universités, etc. Si on veut être capable de tout bloquer, et évidemment aussi de bloquer le fascisme, si on veut que ça reste pas un slogan, il faut une politique de masse, il faut une ligne de masse, il faut des organisations de masse qui ont leur centre de gravité dans les classes exploitées et opprimées et qui interviennent bien au-delà de la seule scène électorale. Si on veut être capable de stopper le fascisme dans son ascension et d'enrayer le processus de fascisation, il nous faudra des syndicats mieux implantés dans les entreprises, il faut des collectifs antifascistes, antiracistes, féministes toujours plus nombreux sur le territoire, ou encore un militantisme étudiant beaucoup plus soutenu. On a raison de dire que seule la mobilisation populaire sous toutes ses formes, par tous les moyens nécessaires, peut enrayer la dynamique fasciste et faire reculer durablement l'extrême droite, mais si on veut élargir les mobilisations populaires, ce qui n'est pas contradictoire par ailleurs avec le fait de les politiser, de les radicaliser, on a besoin d'organisations de masse, notamment des syndicats de masse et des partis de masse. Je sais que ça peut sonner un peu vieillot, c'est ma ligne aujourd'hui, ou un peu abstrait, peut-être un peu intimidant, parce qu'on est, je pense tous, je vois à peu près une génération qui qui a toujours connu la faiblesse des organisations syndicales et politiques, qui n'a pas connu un parti communiste à presque 800 000 militants, et une CGT qui avait 2 millions à 2,5 millions de militants, mais il n'y a pas, il faut je pense l'avoir en tête, il n'y aura pas de raccourci. La reconstruction partout sur le territoire, partout dans le monde du travail, d'organisation de masse, enracinée dans les classes exploitées et opprimées, c'est une tâche fondamentale dans la période historique qui est la nôtre. Jamais les fascistes, les néo-fascistes auraient pu développer une telle audience et obtenir de tels résultats électoraux si les organisations de masse de la classe travailleuse n'avaient pas à ce point décliné. Et jamais on sera capable de renvoyer les fascistes dans les poubelles de l'histoire si on ne parvient pas à reconstruire des organisations de masse. Dernier point très vite, si on a tant besoin aussi de telles organisations, c'est parce que sans elles, il me semble, il est impossible de poser la question véritablement de l'alternative politique. Et parce que l'extrême droite se construit précisément dans cette situation où dans de larges franges des classes populaires domine encore le désespoir vis-à-vis de la politique et vis-à-vis de la possibilité d'une bifurcation radicale, d'un autre avenir, d'une autre société. C'est pas que les gens sont pas en colère, c'est pas que les gens n'ont pas la rage vis-à-vis de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, etc. C'est que cette rage, cette colère est tempérée en quelque sorte ou anesthésiée par ce désespoir. Et c'est ça qui conduit soit au retrait pur et simple, soit à une passivité qui peut confiner au cynisme, soit encore à la tentation de faire payer la crise aux minorités et aux plus précaires. Si on veut affronter, vraiment ce sera mon mot de la fin, t'inquiète pas, si on veut affronter le fascisme, si on veut gagner contre le fascisme, les mouvements d'émancipation et les forces populaires doivent non seulement trouver les moyens d'une participation plus large et beaucoup plus active au blocage économique, à la grève, aux mobilisations de toutes sortes, mais aussi connecter ces stratégies par en bas, par la rue, par la grève, à un projet politique global d'alternative à ces sociétés capitalistes, patriarcales et racistes. De ce point de vue, mener la bataille des idées, c'est pas simplement démasquer l'extrême droite, c'est pas simplement démasquer son projet de régression sociale et démocratique, ou son projet en réalité d'un capitalisme beaucoup plus et encore plus brutal et inégalitaire, c'est retrouver ce qui a aussi fait la grandeur du mouvement communiste partout dans le monde, c'est-à-dire sa capacité à rouvrir l'horizon politique, à dessiner un futur désirable pour la grande majorité, pour la classe travailleuse, pour les opprimés. Merci beaucoup Hugo pour ton intervention. Mais du coup j'en profite pour faire un parallèle avec toi Raphaël. Bon, tu l'as dit, on a sur un double levier, nous,
en tout cas dans notre posture à la jeunesse communiste, l'idée c'est de dire que les urnes, nous, elles nous intéressent que très peu, c'est un appareil bourgeois qui nous ne convient pas, et dans notre organisation on se veut révolutionnaire sur ça. Et tu l'as très bien dit, il faut une conjugaison de deux échelles, et je pense que toi, Raphaël, étant donné ton statut actuel de député, mais aussi de porte-parole de la Jeune Garde avec un militantisme de terrain depuis des années, comment justement ça se matérialise pour toi dans cette conjugaison entre levier institutionnel, action militante de rue, et comment, voilà, pour toi, comment ça se passe, comment ça se matérialise? Ok, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir d'être là. D'autant plus que là on a Hugo avec nous, on en parlait derrière avec Eddy. Régulièrement dans nos conférences on cite du Hugo, du coup là c'est pratique, on n'a pas besoin de faire, il est là, il a fait toute l'analyse que généralement on essaye d'imiter, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là et pouvoir discuter de toutes ces questions. Et puis vous dire aussi, parce qu'on a beaucoup parlé là, forcément avec les dernières élections législatives, le fait qu'on ait fait reculer les RN, et puis vous doutez qu'au vu de l'actualité c'est passé un peu à la trappe, mais vous dire l'immense fierté qu'on a eue avec la Jeune Garde que d'obtenir des résultats très concrets, notamment dans la ville de Lyon. Je sais qu'ici on est sur le stand de la JC Loire, mais à Lyon voilà, on a eu cette immense fierté que d'avoir connu une ville où il y avait 5 locaux d'extrême droite. On avait toute la faune et la flore, néo-nazis, royalistes, pétainistes, on avait à peu près tout ce qui peut représenter l'extrême droite radicale, et aujourd'hui il n'existe plus de locaux d'extrême droite à Lyon. Donc c'est une immense fierté que d'avoir parcouru cette aventure, et ça a été très justement le fruit et l'œuvre de ce qu'on a tenté de mettre en pratique. Alors pas que la Jeune Garde, par ailleurs, avec tout un tas d'organisations. L'idée de dire qu'il fallait y aller par tous les moyens nécessaires. Je sais que souvent c'est un slogan qu'on se répète entre nous, militants et militantes, et c'est très souvent utilisé comme argument pour justifier l'action radicale. Mais très rarement compris comme l'essentiel de la phrase, c'est-à-dire par tous les moyens nécessaires. L'idée qu'on ne se refuse à rien. Tous les outils peuvent être bons à utiliser. La question est de savoir comment est-ce qu'on utilise ces outils, quelles limites il y a avec ces outils. Moi je suis partisan de penser, c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre avec la Jeune Garde, que aucun outil est à jeter à la poubelle, aucune pratique n'est à jeter à la poubelle, tout dépend encore une fois comment est-ce qu'on la met en action et quelle effectivité ça a sur nos objectifs, c'est-à-dire par exemple ici de limiter la casse, en l'occurrence vis-à-vis des milices d'extrême droite, pour les exemples que j'ai cités plus haut. Et donc on a très rapidement fait le pari que la radicalité ne s'opposait pas forcément à la massification de nos idées et à la massification de nos organisations, comme le disait Hugo juste avant. Et très souvent, il y a eu cette contradiction, on le voit dans les assemblées générales, dans nos discussions militantes au sein de nos organisations, cette question qui se pose. Et il n'y a aucun problème pour nous, à la Jeune Garde, d'avoir des actions qui peuvent paraître minoritaires d'un point de vue numérique, très radicales, qu'on a mis en action et dont on ne s'est jamais caché, c'est-à-dire de faire reculer les fascistes lorsqu'ils nous attaquent physiquement sur nos lieux, et de l'autre côté, d'être en capacité d'animer des moments de massification à travers des manifestations par exemple, qui en sont une traduction directe, mais d'animer des moments de massification de nos idées, etc., etc. Et ça a été vraiment l'idée d'allier ces deux-là. Et ça correspond à la même chose sur le choix qu'on a fait, c'est-à-dire s'investir dans les urnes dans une situation politique donnée. On pensait que ça avait un intérêt, et on pense toujours. Je pense qu'aujourd'hui ça avait un intérêt de participer à ces élections législatives et d'aller emporter une circonscription sur le Rassemblement National en plus, ce qui n'était pas gagné. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, tout le monde nous disait qu'on était perdants, même les pires turbo-gauchistes sur Twitter, hein, ceux qui ont tous les logos, Fossi Marteau, drapeau de la Palestine, etc. Même eux nous disaient franchement on vous aime bien mais c'est chaud. Et ben on y est arrivé, et aussi parce qu'on a assumé une certaine radicalité. Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas de la stratégie, évidemment, on amène cette radicalité en choisissant nos mots, il y a la question stratégique qui est évidemment centrale dans tout ce qu'on entreprend, mais par contre cette radicalité était assumée et fièrement portée, et dans toute ligne, et je pense que c'est ce qui a été aussi en partie la clé de la victoire. C'est ce qui a été en partie la clé de la victoire, de se dire qu'il était possible de passer à l'action, très concrète, c'est-à-dire en obtenant des résultats par exemple dans les urnes, et ça participe aussi à la massification en réalité. Nous on s'est jamais fait miroiter avec la Jeune Garde que d'intégrer ces institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale, ça y est on allait changer la vie des gens. Moi j'ai eu une cesse de le répéter durant les élections, j'ai dit arrêtez de croire les gens qui vous disent que là en mettant un bulletin dans l'urne, ça y est vos vies vont changer, ce n'est pas vrai. On va peut-être obtenir des choses, d'ailleurs le programme du NFP était en soi un arrêt net aux politiques néolibérales, mais n'était pas en soi un programme révolutionnaire. Il ne faut pas mentir aux gens. C'est pas vrai que la vie va radicalement changer si on arrive au pouvoir par exemple. C'est faux de dire ça. Par contre de dire que c'était une étape d'une part pour ralentir l'extrême droite et d'autre part pour redonner confiance, et ça a été le cas nous très concrètement dans notre militantisme. Aujourd'hui en tant que député, je le dis, ça a été un outil de massification assez énorme. Aujourd'hui le nombre de gens
qui commence à s'intéresser à l'antifascisme évidemment sur Avignon, parce que c'est là où j'ai été élu, mais un peu partout ailleurs, etc., qui s'intéressent déjà à ce que c'est que cette notion. Ça ouvre plein de débats, plein d'échanges. Il y a énormément de jeunes qui se sont remis en activité politique après l'élection. Et c'est toute cette dynamique qu'on a voulu accompagner. Évidemment, tout cela comporte des risques. Je pense que tout le monde l'a en tête, y compris les jeunesses communistes au discours. Et c'est normal. Nous aussi, on a les chocottes des fois de mettre un pied là-dedans. Tout le monde en a conscience de mettre un pied dans l'institution, ça peut être dangereux. Déjà d'un point de vue matériel, il y a un nombre de thunes là-haut, je vous raconte pas. Hein. Bon, vous doutez que les cotisations ont très largement grandi à la jeune garde depuis l'élection. Mais en tout cas, il y a des thunes à ne plus en pouvoir. C'est des rapports aussi avec les gens, voilà, où à l'Assemblée nationale, on nous considère presque un peu comme des petits rois. Le député, moi j'ai appris ça au moment où j'étais élu, c'est con. Le député est en fait employeur de ses collaborateurs. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons des salaires, des congés, etc. Bon, évidemment, c'est des camarades, du coup, il n'y a pas de problème, on fait ça en collectif. Mais ça peut dire que très rapidement, toute la condition de l'institution peut pousser à, évidemment, trahir, on peut utiliser ce terme-là, ou en tout cas, à devenir déconnecté de nos luttes. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un regard ultra critique lorsqu'on met un pied là-dedans. Quelque chose de collectif aussi. Moi, par exemple, je suis parti d'un collectif qui est fort. On a des rapports de camaraderie qui sont forts avec la jeune garde. Vous doutez bien qu'on va m'attraper très vite par les oreilles si je commence à faire des trucs bizarres. Et c'est la force aussi de ce genre de mouvement. Et c'est ce que je pense est important lorsqu'on met un pied dans ces institutions. Et aussi, un des risques aussi, de l'autre part, c'est sur la radicalité. Nous, c'est une des choses qu'on avait observées, y compris dans l'antifascisme, lorsqu'on est arrivé, c'est que très rapidement, des camarades pouvaient se trouver très isolés dans la lutte antifasciste, à afficher une surradicalité qui était d'ailleurs très souvent de façade et non pas effective. Il y avait des groupes qui assumaient une réelle radicalité, hein. Ça on ne nie pas, mais il y avait beaucoup de groupes qui usaient d'une radicalité de façade, avec des stickers très violents, etc., et qui se retrouvaient isolés à la fois de la société et même de notre propre camp social et politique. Ça, c'était une problématique quand même qu'il fallait régler en interne à nos mouvements. Et donc là aussi, je pense qu'il y a un piège, quand je disais par tous les moyens nécessaires, c'est qu'à la fois il y a des risques à mettre un pied dans l'institution, et à la fois il y a aussi des risques à rentrer dans la surradicalité de façade, etc., par souci d'isolement et de manque de compréhension du reste de notre camp social et politique. Donc on a encore une fois ces deux biais à travailler systématiquement. Et évidemment, on l'a bien en tête, mais une des façons d'être le plus clean, peu importe les options qu'on prend, peu importe les outils stratégiques qu'on décide de mettre en place, bah c'est évidemment la ligne politique sur laquelle on ne doit jamais flancher. Alors évidemment qu'ils sont à réadapter à chaque fois avec la période, mais ça ne passe ni plus ni moins que par de la formation politique, que par une formation rigoureuse des camarades à chaque fois qui s'investissent dans nos mouvements, par des discussions, une massification de nos idées comme le disait Hugo. Ça passe par tout ça évidemment. Je vais pas trop m'étendre parce que je pense que là je commence un peu à dépasser. Ah ça va. J'essaye de le faire au plus vite, mais juste, je voulais finir sur une chose, surtout les camarades, je vous en supplie. On est dans une période, je sais, ça fait flipper. Enfin, tous, là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas peur dans l'Assemblée, levez la main, ça fait flipper. Ça fait flipper, voilà, ça y est, c'est le retour des fascismes, encore une fois qu'ils se cherchent, pour reprendre les mots d'Hugo, etc. Mais on a compris la période dans laquelle on était, ça va être violent, ça va être dur, ça va être costaud, ce qu'on va affronter. Mais par contre, je vous en supplie, sortez de votre tête l'idée que c'est déjà perdu d'avance. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux politiquement. D'une part, on a eu des résultats très concrets. Par exemple, à travers les urnes, qui sont un indicateur. Les urnes, c'est pas seulement ça qu'il faut observer, évidemment, les dernières mobilisations populaires, par exemple, du 10 septembre, mais ce sont des indicateurs où tout le monde nous disait que le RN serait gagnant. C'était sûr à 100%. Le message qui nous était envoyé, c'était surtout « Restez à la maison. Ne bougez pas, de toute façon, ça sera le RN. » Ouais, mais non. Bah non. Et manifestement, ça ne l'a pas été, et ça ne le sera pas si on continue à se mobiliser, et si on continue à avoir en tête qu'ils sont loin d'avoir gagné. Sur cette bataille culturelle, exactement la même chose. Souvent, on entend que ça y est, on a déjà perdu la bataille culturelle. Alors oui, c'est sûr, ils ont des moyens démentiels, en l'occurrence avec leur armée médiatique, bolloréenne, etc., etc. Mais les amis, on a la jeunesse. Enfin, regardez-nous, là, actuellement, à la fête de l'humanité, sur ce stand, on a la jeunesse. Et ça pourrait être... Moi, j'ai très souvent entendu le discours militant, oui, mais ça, c'est les jeunes, quand ils sont jeunes, ils sont de gauche, ils sont un peu énervés, ils sont un peu révolutionnaires, et puis après, ça se tasse. Mais c'est pas vrai. C'est absolument faux de dire ça. Au siècle précédent, et à juste titre, on ferait très régulièrement des parallèles historiques avec ce qui s'est passé notamment dans l'Allemagne nazie. Le parti nazi était devenu le premier parti dans la jeunesse. Le premier parti qui réussissait à organiser à l'époque, les lycées, dans les universités, la jeunesse. Mais c'est pas le cas dans notre situation. C'est même l'inverse. On a une jeunesse qui est très largement politisée avec nos idées, y compris sur des questions radicalement féministes, radicalement antiracistes et radicalement anticapitalistes. Mais ça, c'est un espoir immense pour la suite.
dans 20-30 ans, ça sera pas les vieux pecnos là, CNews qui passent 24 heures sur 24, ça sera nous. Et ça sera les encore plus jeunes qui, moi perso, ils me filent la patate là. Le 10 septembre, on en a vu des tas. Ça, c'est nous, ça. Et là, je vous dis ça comme ça parce que c'est ce qu'on a dans l'esprit. Mais sociologiquement, c'est vrai, il y a énormément de sociologues qui ont travaillé sur la politisation dans la jeunesse, particulièrement en Occident, mais dans le monde entier. Alors, il y a une histoire genrée dans l'affaire. Effectivement, les jeunes femmes sont beaucoup plus à gauche que les jeunes hommes qui ont tendance à se radicaliser à droite. Mais de façon ultra majoritaire, ce sont nos idées qui gagnent. Enfin, ultra majoritaire, peut-être je m'enflamme un peu, mais en tout cas majoritaire. Voilà. Ouais, j'essaie de mettre de la positivité quand même. Mais en tout cas majoritaire. Et ça, c'est un signal immense. Et eux, par contre, l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils mettent autant d'énergie à vouloir nous éclater la tronche. Manque de peau, on est solide, même si nous fichiez et compagnie. On est solide, on reste debout et on va enfoncer. Et je pense que le rôle de nos organisations à nous, organisations militantes, que ça passe à travers des organisations de jeunesse, que ça passe à travers des syndicats, des associations, peu importe, ça va être de dresser une belle table, parce que notre jeunesse, elle a bien faim, et après, il n'y aura plus qu'à bouffer du fasciste. Merci, ça fait plaisir, ça remet un peu d'ambition là-dedans et on va voir qu'on peut le faire et qu'on peut le faire ensemble. Et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit, Raphaël, notamment sur le besoin de se dire là où il faut aller, on y va et on rentre dedans. Moi, je pense que la jeune garde et comme le comité Antifa, et je fais le parallèle avec toi, Eddy, sont quand même des organisations antifascistes qui ont su se réinventer, qui ont su utiliser des nouvelles méthodes, etc. Et aujourd'hui, nous, on va en parler, notamment de Santé Populaire, d'une initiative collective pour le projet de Saint-Étienne aux mairies 2026, parce que c'est proche, c'est bientôt. Et Edith en parlera mieux, mais dans le sens où nous, à la jeunesse communiste, on a toujours dit qu'il fallait tout allier. C'est-à-dire qu'il faut se syndiquer, il faut être à la CGT, il faut aller dans les syndicats étudiants, il faut aller sur les lycées, il faut aller, mais aussi sur tout ce qui est... on a les brigades de solidarité à Saint-Étienne. L'objectif, c'est de militer dans tout ce qu'on peut militer. L'objectif, c'est que nos idées, elles passent partout et qu'on ait une présence physique partout. Parce que l'antifascisme, c'est pas seulement une réponse défensive. Il faut qu'il y ait une offensive, il faut qu'il y ait une offensive de tout le monde, il faut qu'on prenne là le sujet dans nos mains et qu'on y aille jusqu'au bout. Il faut que ça soit collectif. Il y a une colère qui est en train de grandir, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se mobilise, il faut que ça soit une colère qui soit une organisation populaire au maximum avec un pouvoir populaire qui nous vient. Et je fais le parallèle avec Sainte-Époque, qui est de dire que nous, quand on s'est investi dans la jeunesse communiste sur Santé Populaire, c'est parce qu'on a vu cette possibilité, etc., d'une collective, d'un projet collectif et surtout d'une union populaire avec un pouvoir populaire et qui ne vient pas être appareillé par des partis politiques et encore une fois une tête de liste dont on ne veut pas, quoi. Donc on fait le pari des urnes, hein. On sait, on en discute, mais nous on se lance pas dans la bataille aux urnes, on se lance dans la bataille collective populaire pour la création de ce pouvoir populaire là. Et donc du coup, peut-être Eddy, si tu peux nous en dire plus sur Sainte-Époque et par rapport au comité Antifa, etc. Et globalement comment les résistances à échelle locale sont aussi un espace antifasciste sur lequel on doit aller et on a une carte à jouer là-dessus. Déjà bonjour à tous et à toutes. Et moi je voulais commencer par dire que c'est vrai qu'on se félicitait de la fermeture des locaux fascistes à Lyon, même si on pense qu'il manque quelque chose encore, parce que nous on serait pour l'interdiction de Lyon tout court. Je vois des doigts d'honneur par-ci par-là. Par contre, Châtel-Arsène, c'est un boycott. Je sais même pas quel micro c'est du coup. Sinon, je peux prendre un autre. Est-ce que là, ça va mieux? Moi, je voulais revenir sur un petit truc aussi qui était assez important. De quoi? Merci. J'ai un aide micro qui rappe tout à l'heure à 18h d'ailleurs. Dr Kyle, ça je fais les promos. Non, il y a aussi un autre élément qui est important, parce que du coup c'est vrai que je pense que c'est quelque chose dont on parle peu, mais
pour dresser un portrait. Alors comme l'a dit Raphaël, l'intérêt de passer après Hugo, et en plus l'intérêt de passer après Raph, c'est qu'il y a tout un boulot d'introduction que j'ai pas non plus à faire et que j'aurais peut-être fait maladroitement. Il y a quand même quelque chose qui a évolué et qui a changé, c'est la question du consensus antifasciste. C'est-à-dire que quand on était après 45, ce consensus antifasciste, il existait là, ou en tout cas, même s'il n'existait pas, il n'était pas proclamé, c'est-à-dire que c'était pas à la mode d'être fasciste et d'être d'extrême droite après 45. Et puis, jusque dans les années 60-70, le fascisme, il était quand même tenu pour une menace mortelle. Aujourd'hui, il est banalisé, on le voit, il est invité chaque soir à la télé. Et puis voilà. Et pendant ce temps, en plus, nous, les antifascistes, on est criminalisés, on est renvoyés dos à dos avec les fascistes eux-mêmes, et puis pire, on est en plus dépossédés de nos combats, puisqu'on est obligé de se défendre, mais non, on n'est pas des racistes, mais non, pas du tout, on n'est pas antisémites, mais non, mais machin, etc. Donc on en arrive quand même à une situation politique assez particulière. La question qui a été posée sur ce débat, comment gagner contre le fascisme? Parce que l'idée, c'est pas de le contenir, l'idée, c'est pas de le freiner, l'idée, c'est de gagner. C'est ce que disait Hugo tout à l'heure en introduction, quand il parlait de la question de la survie. En fait, il en va de notre survie à nous, de la survie des gens, déjà principalement qui sont ciblés par tout ça, mais en plus de notre survie à nous par rapport aux effets que ça pourrait créer. Cette question, elle est volontairement provocatrice entre guillemets, mais en même temps, elle resitue le débat. Parce qu'on a besoin de perspective, on a besoin de victoire, et on a besoin d'arriver à avoir une certaine mise en commun des choses qu'on est en train de faire. Notamment aussi parce qu'on le voit, les stratégies antifascistes, elles sont pas les mêmes. D'une ville à une autre, d'un groupe à un autre, c'est pas la même chose qui est effectuée. La question de l'élection de Raphaël, c'est un mode d'action antifasciste. Nous, ce qu'on fait à Saint-Etienne, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est un mode d'action antifasciste. Ce qui peut se passer à Paris, c'est un mode d'action antifasciste. Mais il y a encore plus quelque chose d'important, c'est que la question de l'antifascisme, les groupes antifascistes n'en ont pas le monopole. C'est une question qui appartient à tout le monde, et qui même pas appartient à tout le monde, c'est une question de besoin, enfin c'est une nécessité en fait que tout le monde s'empare de cette question-là. C'est pas nous, on s'est spécialisé là-dedans, et puis c'est comme ça, et puis nous on va s'occuper de ça, et puis voilà. Non, c'est vraiment une question collective. La question du fascisme en plus, il y a toujours un peu cette thématique-là de oui, mais est-ce qu'on doit parler de fascisme? C'est ce que tu disais, Raphaël, Hugo, pardon, tout à l'heure. Est-ce qu'on doit parler de fascisme? Est-ce que c'est vraiment ça, machin et tout ça? On s'en fout. Quel que soit le terme qu'on y mettra, quoique moi je pars du principe qu'il faut avoir une définition quand même commune, il n'empêche que quel que soit le terme qu'on y mettra derrière, il n'empêche que le danger est le même. Et le fascisme, c'est pas une reproduction à l'identique de ce qui se passait dans les années 30, c'est un équivalent fonctionnel. Le fascisme est une idée sans idéologie, c'est-à-dire pas dans le sens où il n'y a pas un projet politique, mais dans le sens où il n'y a pas de tête chercheuse. C'est-à-dire que en fait, le fascisme, il peut être ultra religieux comme il ne peut pas l'être. Il peut être définir une certaine partie de la population comme étant ennemie, ou puis une autre. Et en fait, c'est en ça où du coup il a un truc très évolutif. Et son caractère principal et dangereux, c'est le fait que par contre, il a un côté mouvement de masse qui est ultra important. Un truc aussi à rappeler aussi sur la question du fascisme, il prend jamais le pouvoir par la force. Il convainc toujours qu'on lui ouvre la porte. Et ça, c'est important aussi de se dire, ça veut dire qu'il y a toujours une complaisance, pour le coup, de la bourgeoisie et des gouvernements libéraux qui permettent de laisser l'ouverture à ce que le fascisme puisse prendre le pouvoir. Et puis, il y avait une phrase qui avait été dite, qui était derrière chaque fascisme, il y a aussi une révolution manquée. Et effectivement, moi je trouve qu'elle est assez importante parce que c'est un peu le produit d'un échec collectif à transformer la société, le fascisme. Mais c'est en ça où justement nous, il faut qu'on se dise, c'est pas une fatalité. Malheureusement, on a l'impression que ce serait un passage un peu inéluctable pour passer à autre chose, sauf qu'il s'avère que du coup le danger et l'impact qu'il pourrait y avoir derrière serait dramatique, et c'est pour ça que c'est nous à aujourd'hui de porter l'offensive, comme ce que disait Raphaël tout à l'heure, d'être à l'offensive pour éviter que ça se passe, parce qu'on peut construire quelque chose d'autre avant. Et sur cette construction-là, justement, moi j'aimerais revenir sur une thématique dont on parle peu, c'est la question locale. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on pense souvent le fascisme à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'on pense le fascisme dans ce qui va être impacté, dans ce qui va imposer et tout ça. Sauf que quand même, le fascisme, il commence toujours localement. Il commence localement parce qu'il va, notamment dans les quartiers, dans les villes, dans les campagnes, etc. Et puis il va chercher à récupérer les colères populaires. Il va récupérer les frustrations légitimes. Et puis en fait, après, il va transformer ça en colère raciste, parce qu'à la fin, c'est ça qui va devenir la motivation principale, et ça, faut pas l'oublier. Et en plus, il faut quand même pas oublier que dans les villes qui ont été tenues par l'extrême droite, que ça soit là aujourd'hui ou même par le passé, il a testé toutes ces méthodes. La propagande culturelle, le clientélisme, le mise au pas des associations, etc.
Et puis on le voit, à Béziers, c'est quand même assez significatif avec cette question-là du journal de la ville. Si vous avez le temps de jeter un œil au journal de la ville de Béziers, c'est assez stylé quand même. Hein. C'est vraiment, on est sur la propagande fasciste par excellence, et puis du coup on est sur la mise en avant de tout de tous les valeurs et de tout le moratoire en fait qu'ils ont toujours eu, et on voit ce que ça pourrait être une application fasciste à ce niveau-là. Pour le coup, c'est pour ça que moi je vais là-dessus, c'est que le local c'est aussi notre terrain décisif. Et c'est notre terrain décisif dans le sens où on milite à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'on milite dans notre quartier, on milite dans notre ville, on milite dans notre village, etc. Et c'est à cet endroit-là que les résistances elles commencent à se construire. Et c'est à cet endroit-là qu'elles se créent. Nous, à Saint-Etienne, pour faire un petit parallèle, je suis en train de manger le micro, non? Je suis déjà... Non, ça va? J'attends? Okay. À Saint-Etienne, justement, chaque tentative d'implantation du Front National, du Rassemblement National ou de reconquête, ça s'est soldé par un échec. Et ça s'est pas soldé par un échec juste parce qu'il y avait le comité antifasciste qui était là et c'était cool. Et en fait, on est 8000 parce qu'on est 8000 et du coup, on arrête tout le monde. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est que le narratif de la ville de Saint-Etienne, il n'est pas compatible déjà avec la possibilité d'implantation de l'extrême droite. Et il n'est pas compatible pour plusieurs raisons. Il n'est pas compatible déjà parce que il a réussi à construire une sorte de réseau et de tissu syndical, politique, associatif suffisamment dense pour qu'en fait il n'y ait aucune porte d'entrée. C'est-à-dire que qu'on aille dans le syndicat, dans les assos, dans les collectifs, voire même aussi chez les supporters de Saint-Etienne, il y a quand même cette vision un peu partagée de la ville de Saint-Etienne à travers certaines valeurs, la solidarité, le cosmopolisme et de fait l'antiracisme du coup. Et en plus, le côté fierté, mais le fierté pas un chauvinisme fascisant, mais plutôt le côté fierté, putain on est des pauvres et on arrive quand même à être là et voilà ce qu'on est, on est fiers de ce qu'on accomplit et tout ça. Et ça c'est ultra important ce truc là, et je pense que ces valeurs là collectives, elles permettent en fait, elles laissent aucune porte d'entrée au groupe d'extrême droite. Et deuxièmement, c'est l'histoire de la ville. L'histoire de la ville, elle s'est construite aussi à Saint-Etienne sur la question d'une immigration forte pour aller travailler dans les mines, pour aller travailler dans les usines. Elle s'est construite justement sur ces réseaux de solidarité avec les réseaux des amicales laïques. Les amicales laïques, c'est quelque chose de très spécifique qui existe à Saint-Etienne ou dans le nord de la France, ou sur un vrai truc politique derrière, d'accès à la culture, d'accès au sport, et tenu pour le coup par les cocos ou toute une part aussi de chrétiens de gauche, etc., comme la JOC et tout ça. Bref. En tout cas, pour le coup, nous, ça indique que la bataille locale, pour le coup, elle n'est pas secondaire, elle est centrale. Elle est centrale pour nous à Saint-Etienne, ce qui a vraiment été appliqué. Et pour nous, c'est dans nos rues, dans nos quartiers, dans les mairies que se jouent les résistances. Maj, elle a expliqué tout à l'heure, elle a commencé à parler des brigades de solidarité. Les brigades de... Après, j'arrête de faire l'énorme pub pour Saint-Etienne. Même, on a 20 000 logements vides, donc en fait, vous pouvez quand même venir habiter à Saint-Etienne. En fait, la question des brigades de solidarité, comment elles se sont construites à Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'à un endroit où on s'est retrouvé dans une galère pas possible pendant le Covid, bah vous connaissez, j'allais réexpliquer le Covid, parce que pendant 2020, une maladie, non, à un moment donné où c'était ultra compliqué, les brigades de solidarité sont construites en Italie, en France, de partout, etc. Nous, à Saint-Etienne, on en a eu une et qui a été particulièrement efficace. L'idée, c'était de dire les brigades de solidarité, déjà, il y a des gens qui vont être dans la merde, mais alors en plus, ceux qui sont déjà oubliés par le système, et ben en fait, eux, ils vont être encore plus dans la merde. Donc l'idée, c'était d'arriver à construire des tissus de solidarité, de récupérer de la bouffe, de récupérer du matos médical, oui, parce qu'on a récupéré du matériel médical pour les hôpitaux. Les supporters de Saint-Etienne, les Green Angels, ils ont livré des blouses aux hôpitaux publics, enfin, on est quand même sur un truc de fou, quoi. Ça a cousu des masques pour les hôpitaux, enfin voilà, c'était un peu un truc de fou. Et en fait, ce réseau-là, quand il s'est mis en branle, c'est là où on a vraiment mesuré l'impact du truc collectif qu'on avait réussi à créer. C'est-à-dire qu'en peu de temps, on avait genre 500 bénévoles. Toutes les organisations politiques locales, de gauche, en tout cas, elles se sont investies de ce truc-là, et elles ont filé la main et tout ça. Et il y a vraiment un truc qui s'est mis en action, qui s'est mis en branle. On en a d'ailleurs fait un film, que je vous incite à aller voir, sur les brigades de solidarité, où on avait fait le tour un peu, parce que chaque pratique est un peu différente. Mais voilà. Et pourquoi les brigades de solidarité, je trouve que justement elles sont aussi un sacré exemple, parce que résister au fascisme, c'est pas seulement manifester contre lui, c'est justement tisser ces réseaux de solidarité et d'entraide. Et en fait, ça passe par énormément de choses. Et c'est pour ça que à Saint-Etienne, pour finir dessus, c'est le courant antifasciste, il n'est pas né d'un seul courant. Enfin, je veux dire, la lutte antifasciste, le comité antifasciste, il n'est pas né d'un seul courant. Il est né de plusieurs courants, de convergence de cultures politiques différentes. Des communistes, des anarchistes, des autonomes, des gens qui se revendiquaient ni de ça, ni d'autre chose. C'était des collectifs. Ah, j'ai cassé le micro. 1, 2.
Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Moi, je vais essayer de faire vite, il me reste 2 feuilles. Mais globalement, en fait, tout ça pour dire qu'en tout cas, on a réussi à créer une convergence de cultures politiques différentes, et c'est cette convergence-là qui a fait notre force. Parce que le fascisme, il attaque tout ce qui émancipe, féministe, antiraciste, syndicaliste, écologiste, etc. Donc la riposte qu'on doit avoir, et c'est ça qui est important, c'est une coalition des cibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à coaliser toutes celles et ceux que le fascisme il désigne comme ennemis. C'est ça qui est important. Et en plus, ça marche. Quand on arrive à construire ce truc-là un peu commun, on arrive à faire en sorte que le fascisme il s'implante pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une idée aussi de dépassement des étiquettes. Mais dépassement des étiquettes, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il faut s'éloigner du combat idéologique à mener contre eux. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est d'arriver à recentrer le débat par rapport à cette question-là. Mais tout à l'heure je parlais de convergence, et la convergence, comme la grève générale d'ailleurs, ça se décrète pas, ça se construit. Et cette construction-là, c'est pour moi, elle doit se construire dans toutes les directions. Et il faut qu'on arrête de s'épuiser dans certains types de divisions. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut être en capacité d'avoir une compromission totale sur le discours, d'où la nécessité et l'importance de la question idéologique par rapport au combat contre le fascisme. Il faut qu'on arrive à définir des objectifs concrets et qu'on arrive à construire une force collective par rapport à ça. Et c'est pour ça que cette force collective, elle peut arriver à, que ça soit bloquer une implantation fasciste, protéger un quartier, gagner une mairie. Parce que c'est là où l'enjeu il est important. Pourquoi la question de la mairie ? Parce qu'en fait déjà c'est une échelle sur laquelle on a la main. C'est-à-dire que c'est une échelle sur laquelle on a la main, parce que c'est là où on milite, c'est là où on tisse nos réseaux et tout ça. Et puis en fait la politique aujourd'hui, la manière dont elle s'est nivelée, la manière dont aujourd'hui elle est morcelée, elle se passe plus à l'échelle nationale. En tout cas, elle est plus forcément à cet endroit-là. Elle est à l'échelle locale. Et on voit bien que c'est ça le seul biais où on va pouvoir avoir un vrai impact dessus. Et pourquoi la question des villes ? Parce qu'en vrai, 70% du PIB mondial, il est produit dans les zones urbaines. Que 4 habitants sur 5, ils vont vivre dans les villes d'ici 2050. Parce que c'est là où vont jouer les politiques de logement, les politiques de services publics, de culture, de solidarité. Et puis parce que c'est là qu'on peut montrer qu'une autre société, elle est possible. Concrètement, en plus pour changer la vie des gens. Il y a eu des expériences, on l'a vu au Rojava et tout ça, en France il y a eu Saillant, qui sont un peu beaucoup plus petits endroits, mais il y a aussi eu en Espagne. En Espagne, ils ont récupéré les villes, ils ont créé un collectif qui s'appelait les villes sans peur, et ils ont montré qu'on pouvait transformer des villes en bastions de résistance sociale. Voilà, pourquoi la mairie c'est un objectif, parce qu'en fait conquérir la mairie, c'est pas forcément un objectif en soi, mais c'est un levier stratégique pour protéger les plus vulnérables, pour redistribuer les richesses, j'ai perdu ma feuille, et aussi pour expérimenter des formes de démocratie radicale, avec des assemblées locales, avec des délégués révocables, avec des participations citoyennes réelles. Et en vrai, le mouvement du 10 septembre, on est carrément dedans. Donc il y a un agenda qui se croise, et ça c'est plutôt le feu quand même. Et en fait voilà, faire de la mairie pas uniquement un appareil de gestion, mais bien pour le coup la création de bastions antifascistes et populaires. En conclusion, je vais faire vite, là je suis long par contre. Hein. Ouais, on me semblait. Bon, en gros, comment gagner contre le fascisme ? Pour moi, c'est en comprenant sa nature. On l'a expliqué un peu tout à l'heure, le fait que ça soit notamment un produit des crises du capitalisme, en occupant le terrain local, dans nos quartiers, les assos, les syndicats, en construisant les réseaux d'entraide et de solidarité, en dépassant les divisions en faisant front commun et en allant plus loin, en transformant les municipalités en bastions de résistance et en outils d'émancipation. Parce que oui, la menace fasciste, elle est réelle, mais elle n'est pas invincible. Et pour nous, si on arrive à prendre le pouvoir localement, si on construit des villes populaires, solidaires et démocratiques, alors on ne se contentera pas de résister au fascisme, pour le coup on va gagner contre lui. Voilà. Merci. Et ce qui est cool, c'est que là tu viens de donner la suite des questions, donc je vais vous poser quelques questions. Désolée, j'ai perdu ma voix pendant la fête de l'humanité. Bon, la fête n'a pas que du bien. Mais globalement, la question qu'on peut te poser, Hugo, c'est qu'est-ce qui a existé ? Et Eddy, tu l'as dit, il y a eu des exemples, etc. Qu'est-ce qui a existé ? Qu'est-ce qui a déjà gagné ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? De quoi s'inspirer aussi, nous ? Et aussi peut-être voir le rôle des mouvements sociaux, etc. Et comment on a réinventé aussi nos moyens d'action à un moment donné. Ouais, je pense que la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de modèle clé en main. Personne à l'échelle mondiale n'a craqué le code de comment on détruit le fascisme une fois pour toutes.
Peut-être que dans 50 ou 100 ans, on saura, parce qu'on aura construit une société communiste et qu'il n'y aura plus toutes ces oppressions et inégalités qui nourrissent le fascisme en permanence. Mais on n'en est pas là. Donc on n'a pas craqué le code. Et ceux qui vous vendent une méthode infaillible pour tuer le fascisme et les fascistes, en vrai, ils mentent. Ils se racontent des histoires ou ils vous racontent des histoires pour vous gagner à telle ou telle organisation. Viens, je sais, Trotsky a dit ou je sais pas qui a dit. C'est faux, personne ne sait. Bon. Par contre, on a un certain nombre d'indices, on a un certain nombre de choses qu'on sait à partir de l'histoire. Alors l'histoire récente, et il y a un truc qu'a dit Raphaël qui est tout simple, mais qui est important, c'est qu'ils n'ont pas la partie gagnée. Ils n'ont pas déjà gagné. Ils n'ont pas déjà gagné. Tu l'as un peu dit en passant, mais tous les sondages les donnaient gagnants l'année dernière. Là, c'est sur le terrain électoral, ok. Tous les sondages les donnaient gagnants. Et ils ont perdu, on les donnait gagnants en termes de majorité relative, voire de majorité absolue à l'Assemblée. Ils n'ont pas gagné, première chose. Par ailleurs, c'est pas parce qu'ils prennent le pouvoir, même si c'est une énorme défaite pour la gauche et pour les mouvements d'émancipation quand ils prennent le pouvoir par les urnes ou par des alliances avec la droite, faut jamais se mentir, c'est une énorme défaite pour nous. Mais ça veut pas non plus dire qu'ils ont, même dans ce genre de situation, qu'ils ont la partie gagnée, qu'ils vont pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent, transformer l'État dans un sens fasciste, etc. Un exemple, le Brésil. Bolsonaro, il arrive au pouvoir avec un projet en réalité de dictature. Il avait dit dans sa première campagne, il avait dit si moi j'arrive au pouvoir, les militants de gauche, ils seront soit en prison, soit en exil. Il a toujours dit qu'il était nostalgique de la dictature militaire au Brésil, qui était restée plus de 20 ans, etc. Il n'est pas parvenu à aller au bout de son projet, et loin de là, pourquoi ? Parce qu'il a trouvé en face des mouvements sociaux, des mouvements paysans, les mouvements sanitaires, le mouvement syndical, la gauche brésilienne, dans toutes ses composantes, y compris des franges relativement modérées comme le Parti des travailleurs, ou des franges plus radicales, mais qui lui ont mis, pour faire très vite, un stop, ou des stops. Qui lui ont empêché en réalité à tous les niveaux, y compris au sein de l'État. Le fait qu'il y ait des résistances hors de l'État fait que ça nourrit les résistances au sein de l'État, notamment par exemple dans l'appareil judiciaire, qui n'est pas dans notre main en quelque sorte à nous, mais qui aussi reflète un peu les rapports de force sociaux dans la société, les rapports de force politiques. Donc s'il y a des grands mouvements populaires dans la société, et ça a été le cas au Brésil, et ça a été le cas aussi pendant le premier mandat de Trump d'une certaine manière, autour de Black Lives Matter, les mouvements féministes, un renouveau des luttes syndicales, etc., qui ont aussi empêché Trump pendant son premier mandat d'aller au bout de son projet de la droite réactionnaire, radicale, voire fasciste ou fascisante. Donc déjà ça c'est des exemples présents. Et juste pour terminer, parce que je suis déjà assez long, mais prenons aussi des exemples même dans le fascisme classique. Le fascisme en France n'a pas pris le pouvoir, n'a pas été porté au pouvoir, sauf dans le cas de la défaite militaire de 1940, où les nazis d'une certaine manière, et où la victoire militaire de l'Allemagne a permis aux fascistes français effectivement de s'emparer de l'État. Mais dans les années 30, ils ont tenté de prendre le pouvoir en 34, février 34, 6 février 34. Il y avait des ligues d'extrême droite qui représentaient plus de 1 million, voire 1,5 million de militants capables de mobiliser dans la rue, des mouvements d'extrême droite qui étaient en croissance sur le plan aussi institutionnel, électoral, etc., qui mordaient de plus en plus sur la droite classique, et ils n'ont pas réussi à prendre le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réaction très importante des classes populaires, de la classe ouvrière, qui a en quelque sorte aussi contraint ces organisations à l'époque, le Parti communiste et la SFIO, les socialistes, à s'unifier, et notamment dans la rue, mais aussi dans les institutions, dans les urnes. Donc ça nous dit quelque chose, c'est l'auto-organisation populaire, ouvrière, c'est un point crucial. S'il n'y a pas cette auto-organisation, cette mobilisation propre de la classe ouvrière, il ne peut pas y avoir de réaction fasciste, y compris ça ne peut pas pousser au cul toutes ces organisations qui, si on les pousse pas au cul, justement, effectivement, vont rentrer dans leur ronron institutionnel, électoral, ça ira mieux, à la prochaine élection, on va battre Trump, c'est ce que disent les démocrates aujourd'hui, et qui, d'une certaine manière, endort toute la gauche américaine et tous les mouvements sociaux américains aux États-Unis. Donc c'est pareil dans les années 30, c'est-à-dire que l'auto-organisation ouvrière va permettre une unification de la gauche et du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, qui va aboutir à la victoire, y compris électorale, du printemps 1936 et le Front populaire. Le reste de l'histoire, c'est que, évidemment, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des concessions à la bourgeoisie, etc. Et tout ça, effectivement, va aboutir à une défaite. Mais dans un premier temps, il y a un énorme stop qui est mis au fascisme français. Je prends un dernier exemple sur qui va dans le même sens. C'est en Angleterre, les fascistes, qui étaient aussi en progression importante dans les années 30, avec Mosley, on le voit d'ailleurs dans Peaky Blinders, Mosley qui est le grand personnage nazi, le leader nazi des Britanniques, en Angleterre dans les années 30, et qui sont pareil en croissance, en ascension, etc. Et qui notamment vont se voir opposer un énorme stop de la part du mouvement ouvrier, enfin d'une partie du mouvement ouvrier et des communautés minoritaires juives et irlandaises, notamment pendant ce qu'on appelle la bataille de Cable Street en 1936. Et là, ce qui joue, c'est l'auto-organisation et des communautés minoritaires ciblées par l'extrême droite, les Irlandais, victimes d'un racisme hyper important en Angleterre, mais aussi les Juifs
victime d'un antisémitisme qui était forcené, notamment de la part du mouvement de Mosley, qui s'organise et qui arrive à rompre la division que justement les fascistes essayaient d'instiller entre eux, et qui vont se lier avec une partie au moins du mouvement ouvrier et empêcher, ne serait-ce que ce jour de la bataille, ce qu'on appelle la bataille de Cable Street, d'empêcher les nazis de parader dans l'East End à Londres. Et ça a été une énorme défaite qui a quand même joué un rôle important dans le fait que ce mouvement-là n'a pas parvenu à se développer et après a connu une phase descendante. Donc voilà, l'auto-organisation ouvrière et populaire, le fait de tisser des liens, des alliances par-delà les frontières effectivement ethno-raciales, religieuses, etc. Et le fait de faire l'union, mais l'union pour le combat social et politique, pour le combat pour une autre société. Et là, la défaite du Front Populaire en France, elle est claire. C'est dès lors que la gauche a renoncé à ce combat pour une autre société que effectivement le Front Populaire s'est enlisé et s'est finalement enterré et après a favorisé un retour de la droite au pouvoir. Pour continuer, on voit aujourd'hui que là on subit une répression qui est ultra hardcore. Enfin, globalement, on peut revenir sur la manifestation du 10 septembre. On voit que là, la violence policière, elle augmente constamment, qu'elle instaure une violence sur laquelle nous, en fait, on est juste en défense par rapport à cette violence-là. Là, l'idée, c'est aussi de se dire comment, concrètement, quels sont nos moyens d'action. La mobilisation marche et doit fonctionner, mais comment elle se concrétise réellement dans la rue, puisque tous nos moyens sont en train d'être enlevés. Alors, globalement, là, récemment, on a eu une décision de la part de Retailleau, mais pour les journalistes là, qui ont été interdits de manifestation, enfin bref, un espèce de merdier total dans le fait qu'on veut supprimer aussi le côté médiatique de tout ça pour pas montrer à quel point c'est la merde ce qu'ils font. Et là, la vraie question, c'est globalement comment ça fonctionne dans la rue, là, actuellement, et quels sont nos moyens d'action dans cette violence-là qui est instaurée, au-delà de la question de la légitimité de la violence, finalement, à quel point elle est nécessaire aussi, nous, de notre côté, de venir la mettre en place. Je peux peut-être la poser à toi, si tu veux. Quelle bonne idée, une nouvelle fichesse. Non, mais bon, j'aurais pas de réponse toute faite. Comme a dit Hugo, il n'y a pas de... on n'a pas craqué le code, sinon on le saurait. En tout cas, c'est certain qu'on va faire face, on en a déjà un peu la couleur, à des vagues de violence inouïes. D'ailleurs, vous avez dû suivre, parce que là, tu as fait un focus sur la France et je vais y revenir, mais aux États-Unis, le niveau de violence en politique qui s'accentue jour après jour, là, avec ce nouveau meurtre, en réalité, c'est pas seulement une anecdote dans le mandat de Trump, c'est étape par étape, c'est d'installer la violence politique comme étant un mode opératoire et systématiquement avec une visée de légitimer en réalité, parce que là, le seul objectif de s'approprier ce nouveau meurtre, c'est de pouvoir justifier de potentielles violences accrues, notamment sur les militants et militantes de gauche. D'ailleurs, lors de son premier mandat, Donald Trump, donc il est élu en 2016, si je ne me trompe pas, en 2017, il y a une manifestation néo-nazie à Charlottesville, où il y a un contre-rassemblement du coup antifasciste, antiraciste, et il y a un des néo-nazis qui décide de mener un attentat à la suite de cette manifestation et de foncer dans le rassemblement antifasciste. Et donc il y a des dizaines de blessés et il y a une morte, une syndicaliste des Air antifasciste qui décède. Et juste après, quelques heures après, Donald Trump est forcément questionné sur cette question et il vient opposer un peu à la Retailleau lorsqu'on lui parle de la dissolution de la Jeune Garde. Il vient opposer les néo-nazis avec les antifascistes en disant finalement c'est un peu de la faute de tout le monde. Et c'est un peu le même camp tout ça. Donc c'était déjà une forme de légitimation, j'ai envie de dire, de cette recrudescence de la violence. Donc ça y est, on y est, ça va s'augmenter. T'as parlé aussi de la question répressive directement de l'État, quels moyens sont mis à l'œuvre pour augmenter cette répression. Alors, il ne faut pas se raconter des histoires. En réalité, cette répression, elle a toujours existé en même temps que la société capitaliste existe. Enfin, je veux dire, dans les démocraties libérales classiques telles qu'on les a connues ces 10-20 dernières années, le racisme n'a pas été inventé il y a 10 ans, les violences policières n'ont pas été inventées il y a 10 ans. Évidemment que ça fait partie intrinsèque de la société dans laquelle on vit, seulement évidemment avec cette surradicalité de la part des élites et ce retour, entre guillemets, de la potentialité fasciste, forcément, il y a une accentuation de cette répression et de cette violence à tous les étages, jusqu'au ministère de l'Intérieur. On a vu un Bruno Retailleau qui a excellé, qui a performé en la matière, en reprenant sur les questions racistes les discours qu'on entendait dans les caves de génération identitaire il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'un ministre de l'Intérieur qui crie « à bas le voile » devant une flopée de racistes,
je veux dire, je vois pas comment on peut faire difficilement plus violent, même en imaginant tous les gouvernants d'extrême droite qui pourraient arriver au pouvoir, etc. Je pense que ça y est, on y est. Il y a effectivement cette dissolution de la jeune garde qui en réalité n'est pas étonnante. L'idée était de dire de toute façon, forcément, ça leur plaît pas, quoi. Ça leur plaît pas qu'il y ait des gens qui osent s'organiser contre l'extrême droite. Il y avait d'ailleurs déjà eu une dissolution à l'époque, je crois que c'était sous Gérald Darmanin, du groupe antifasciste Environ à l'époque. C'était déjà une étape dans ce sens-là. Il y a eu aussi la dissolution au même moment des soulèvements de la terre, heureusement victorieuses, qui ont permis d'éviter cette dissolution. Mais ça, ça va continuer de pire en pire, quoi. Ça va être de plus en plus effectif et il va falloir qu'on s'y prépare et qu'on s'y adapte. Et effectivement, je pense qu'une des réponses claires et nettes à apporter, c'est de surtout pas céder à cette peur-là. Contrairement à d'autres organisations de gauche qui viendraient expliquer qu'il faudrait être docile avec les libéraux, systématiquement leur courir après pour négocier des budgets, pour négocier, ok, on vous laisse une loi raciste, mais par contre soyez pas trop violents sur celle-ci, etc. En fait, il n'y a pas de compromission à avoir avec des gens qui de toute façon vont finir dans le camp des fascistes. C'est une évidence, je veux dire, c'est un fait historique qu'on a observé au siècle précédent, on a au moins cette chance-là, on peut dire. On sait que ça finit comme ça. Et la preuve des États-Unis, je pense, c'est flagrant. Le libéralisme est en train de mourir. Ça y est, on est en train de vivre ça sous nos yeux. Alors le macronisme, c'est sa démonstration politique. Mais le libéralisme en tant que fonctionnement économique, social, en tant qu'organisation de la société, c'est fini. Il est déjà en train de mourir. Et donc on a effectivement deux alternatives qui s'offrent à nous. Enfin, deux alternatives sur le fascisme, finalement, c'est une continuité. Mais en tout cas, deux possibilités. C'est ou une alternative concrète de changement radical de société, et ça c'est à nous de le construire à travers nos luttes, ou alors de l'autre côté effectivement tomber dans le fascisme. Et je suis désolé, je me suis un peu éparpillé, mais pour revenir sur ta question très précise, évidemment que face à ces violences, nous on s'est concentré sur la violence des milices d'extrême droite parce qu'on était dans une ville où c'était juste insupportable. Il n'y avait pas une manifestation, pas un rassemblement, pas un local de notre camp qui était attaqué par ces milices d'extrême droite, et surtout ils étaient en pleine ascension. Donc c'était une évidence que de se concentrer là-dessus, mais de notre propre autodéfense. C'est quelque chose qu'on a toujours défendu. L'idée qu'on puisse se défendre par nous-mêmes. L'idée de croire que dans une situation, on a par exemple le maire de Saint-Brévin. Maire de Saint-Brévin, c'est maire de centre droit. Hein. C'est pas un gars de lutte ouvrière ou je sais pas quoi. Hein. Maire de centre droit de Saint-Brévin qui se fait quand même cramer sa baraque parce qu'il a osé dire oui, on va accueillir par solidarité quelques migrants dans notre commune. Il se fait cramer sa baraque, quelle réaction politique il y a eu? Aucune. Ou alors après des vagues de médiatisation, etc. Certains ministres ont dit bon quand même c'est pas chouette. C'est un truc de ouf quand même la situation politique qu'on est en train de vivre. Et donc imaginez que ce serait la police ou l'État qui viendrait nous sauver face aux violences de l'extrême droite. Mais je veux dire, ça y est, on rend les armes quoi. On a fini, on a perdu et on n'a plus qu'à rentrer chez nous. Donc évidemment que la question de notre propre autodéfense, et l'autodéfense ça veut pas dire que l'autodéfense physique, c'est à tous les étages. Se défendre évidemment avec des caisses de grève, ça fait partie pour nous de la conception de l'autodéfense. C'est en réalité l'auto-organisation. Et évidemment que la question physique rendre aussi en compte lorsqu'on est menacé physiquement, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre avec la jeune garde. Merci, tu t'es pas du tout éparpillé, au contraire c'est exactement sur ça qu'on voulait te faire aller, parce que je pense que ça fait un parallèle aussi avec la prochaine question que j'ai pour Eddy, qui est Lyon et Sainté, 50 km qui nous séparent, mais malheureusement pas du tout les mêmes réalités dans l'antifascisme, entre guillemets, dans la rue, dans ce qui se passe par rapport à la question fasciste. Sainté a quand même eu la chance, et Eddy tu m'arrêtes si je me trompe, mais a quand même eu la chance de pouvoir se construire avec un comité antifa qui a eu la chance de pouvoir réfléchir à ses stratégies, etc. Parce que pas une menace fasciste présente dans la rue physiquement. Par contre, là, à l'heure actuelle, la question qu'on peut se poser, c'est, par rapport à ce que tu viens de dire, Raphaël, c'est est-ce que à Sainté, c'est encore ce qui existe? Est-ce que là, le bastion antifasciste qui a été créé et qui perdure encore aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il perdure aujourd'hui, justement? Et est-ce que la question d'aller sur la municipalité et du coup de vouloir aller chercher la mairie, c'est aussi une réponse au fascisme qui est montant, si tu nous le dis? Vaste question, mais en fait, je pense qu'à la différence, nous, qu'on a eu, effectivement, la menace fasciste qui a eu lieu à Lyon et qui a été ultra présente, a nécessité une réponse qui, du coup, qui a été collective, qui a été réalisée notamment par la Jeune Garde.
nous on a eu la possibilité de faire autrement. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la question de la lutte antifasciste, il y avait des complémentarités. C'est-à-dire qu'il y avait des modes d'action différents, il y avait différentes façons de combattre l'extrême droite. La Jeune Garde, de par la réalité de la ville, on a utilisé une, mais pas que celle-là en plus d'ailleurs. Et nous, on avait la possibilité, justement, de par le peu de risque de cette menace fasciste-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a vraiment personne qui vote extrême droite. Je pense qu'on n'échappe pas à la dynamique nationale. De fait, aux européennes, la dernière fois, c'est quand même le RN qui arrive en tête à Saint-Etienne. Et c'est pas quelque chose qui n'était non plus jamais arrivé. Je crois qu'en 2002, c'est Le Pen aussi qui arrive en tête. Donc voilà, on a quand même eu ça à Saint-Etienne, alors que la culture de la ville ne transpire pas ça. En tout cas, nous, la mission qu'on s'est donnée au comité, c'est... En fait, à partir du moment où il y a des gens qui vont aller plus au carton que nous, on va avoir besoin de le faire, en fait, nous, on a la possibilité de pouvoir essayer de donner des outils aux gens. C'est-à-dire que, on a déjà fait, il y a déjà Raph qui est venu, il y a déjà Hugo qui est venu, etc. à Saint-Etienne. Il y a d'autres personnes qui sont venues, la Horde ou d'autres, notamment pour essayer de démocratiser le plus de choses possible par rapport à la question de la lutte antifasciste. C'est-à-dire de donner les billes, le plus de billes possible aux gens pour comprendre ce que c'est l'extrême droite et pour du coup de fait comprendre comment combattre l'extrême droite. Et ça pour nous ça c'est ultra important. Et ça c'est vraiment un des leviers forts, un des outils en tout cas qu'on a mis en avant et qu'on fait de manière assez régulière, permettre à tout le monde de comprendre en fait là où on en est et de pouvoir lutter à nos côtés ou ensemble, etc. La deuxième des choses que je voulais dire, c'est par rapport à la question des élections. Alors là j'enlève ma casquette du comité et je prends ma casquette du communiste en gros. Mais pour moi Lénine il parlait d'outils tactiques. Et en fait pour moi c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait il faut qu'on arrive à lutter sur tous les biais possibles et inimaginables, tous les biais qui nous sont proposés. Et évidemment, on le sait très bien, tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure, mais les choses vont pas passer par les élections. C'est pas on va gagner les élections et puis c'est bon, ils vont donner les clés du camion et puis allez, un bisou, bye bye, vous avez gagné, bravo, c'est nickel. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Par contre, on va construire des rapports de force. Par contre, on va construire des résistances. Et ces résistances-là et ces rapports de force-là, ils doivent s'accompagner de pression populaire aussi dans la rue, et puis ils doivent s'accompagner de pression tout court. Parce qu'en fait, il faut qu'on arrive, nous, à déjà avoir des victoires, parce que je pense que ça fait du bien. On n'en a pas eu beaucoup. L'année dernière, on en a eu une première quand même. Je pense que même si on n'attendait pas forcément grand-chose de ces élections, le fait quand même de voir le NFP avec un programme un peu plus de rupture quand même, qui arrive en tête alors qu'on s'attendait à ce que c'était le RN qui arrivait, on s'est dit ah putain merde. Wow, on a gagné un truc quoi. Et après on a perdu direct après. C'est ouf d'avoir une victoire perdante quand même, c'est incroyable ce truc. Mais du coup je trouve que cette question là justement des élections, elle est importante parce qu'elle fait partie de ces luttes là. Et en fait il faut pas, je pense que la situation de danger dans laquelle on est nécessite de regarder tout autour de nous, tous les leviers et toutes les ficelles qu'on a à tirer pour essayer de lutter contre le fascisme. Et sur je sais pas si je m'éparpille aussi, mais sur la question des élections municipales, je pense que nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Vu qu'on avait déjà construit ce réseau-là, en tout cas à Saint-Etienne, entre guillemets, le plus difficile était fait. Donc à nous, justement, de passer le cap et d'essayer de mettre en mouvement un peu ce réseau-là qui avait été construit. Peut-être qu'on peut se dire qu'on se prend des questions dans la salle et qu'on essaie d'y répondre un peu collectivement. Si jamais vous en avez pas, mais ceux que je pense absolument pas, j'en ai encore. Je sais pas trop comment on peut faire par contre au niveau d'orga là. Ce que je vous propose c'est peut-être on va passer un micro juste ici, on essaie de le choper et on prend quoi? 2 questions et on se prend une seule question, on y répond et ensuite on tourne. On m'entend ? Ouais. Moi je viens du Nord, à côté de Lille, et c'est un peu l'inverse de Saint-Etienne. Historiquement, c'est à peu près les mêmes valeurs, des lumières, etc. Or, moi, je suis dans un endroit où le plus à gauche qu'on est, c'est les socialistes, quoi. Et l'extrême droite est implantée depuis X d'années. J'étais en prépa à ces lieux assez élitistes où on parle et on se retrouve avec des fascistes. Et typiquement, on va leur expliquer que le lien entre délinquance et immigration, ça n'existe pas de manière très factuelle. Idéologiquement, ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent même pas comprendre ces chiffres parce que pour eux, ces chiffres sont faux. Même si c'est les sources de l'INSEE, etc. Moi, je ne sais pas, la violence, les utiliser, ça va revenir contre nous.
leur expliquer, ils ne comprennent pas, et c'est déjà des fiefs où l'extrême droite est plus qu'implantée. Et moi, j'ai plus d'armes pour expliquer à ces gens, bah non, en fait, vous comprenez pas que l'extrême droite, c'est hyper dangereux. Certes, on bloque, mais quand on bloque, c'est pour lutter pour vos droits sociaux. Oui, mais moi, vous comprenez, mes parents, ça les empêche d'aller travailler et de ramener de la thune. Bon, j'entends, mais moi, à un moment, j'ai plus d'arguments, et je ne sais plus comment faire. Et on se retrouve typiquement à une salle à 40, la moitié antifa, la moitié fa, quoi. C'est assez extrême, et il y a une énorme ségrégation, les mecs côté fa, et les meufs en général côté antifa, et encore. Mais ces gens-là, ils sont déjà dans l'idéologie. Et donc les sortir d'un biais idéologique, c'est compliqué parce que ils savent même, le principe de l'idéologie, c'est de ne pas savoir qu'on est dans l'idéologie et de ne pas voir le système. On aura beau leur expliquer, ils ne comprendront pas. Moi, je ne sais plus comment faire, j'ai plus d'armes en fait, j'ai tout utilisé, je crois. Est-ce que vous avez une réponse ou des billes en plus? Parce que moi, je prends, mais je trouve pas. Merci. Merci. Est-ce qu'on en prend une deuxième et on essaie de... Est-ce qu'il y a une deuxième... 3? Bon allez, bon on s'en prend 2 autres. Merci. Je m'appelle Roberto, je suis militant de la Ligue trotskiste. Et je crois qu'il faut faire un constat très important. C'est qu'une grosse partie de la classe ouvrière en France aujourd'hui vote RN. Heureusement, on n'est pas dans la situation de la Grande-Bretagne, des manifestations racistes massives. Non, on n'est pas là. Mais une grosse partie de la classe ouvrière soutient le RN. La question centrale est pourquoi et comment redresser cette situation. Et je crois que le pourquoi, c'est assez clair. Ça fait de 20 ans au moins, depuis le CPE en 2006, qu'on prend que des défaites. Chaque grosse lutte du mouvement ouvrier a fini en défaite. La responsabilité centrale, c'est d'un côté de la bureaucratie syndicale, de l'autre côté de la gauche. Et là aussi, je crois que la France insoumise a beaucoup de responsabilités. Et je sais, ce n'est pas une critique personnelle ou démagogique. Je sais qu'il y a beaucoup de militants insoumis très courageux. Mais le problème, juste comme la bureaucratie syndicale, c'est qu'ils sont en pied programmatiquement, en pied dans chaque camp. C'est-à-dire, ils prétendent défendre les intérêts des travailleurs d'un côté et en même temps les intérêts du capitalisme français dans le monde. Et redonner à l'impérialisme français sa place d'autrefois dans le monde. Et ça ne marche pas. Donc le résultat, c'est que d'un côté, ils se font, la France insoumise se fait éjecter de l'arc républicain par la bourgeoisie. De l'autre côté, elle contribue avec les bureaucrates à des défaites, à mener les mouvements dans l'impasse. Je crois qu'on ne peut pas avancer dans la lutte contre l'extrême droite, sauf en construisant un pôle de révolutionnaire, une opposition ouvrière capable de montrer à la classe ouvrière non seulement un avenir heureux, mais comment avancer dans ces luttes quotidiennes aujourd'hui, en opposition d'un côté à la bureaucratie syndicale et de l'autre côté à la France insoumise. Merci. 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 Une dernière question, ouais, vas-y. Salut. Alors, moi je viens de Belgique. Et du coup, nous, je viens de la frontière. Et tout ce qui nous arrive énormément, en fait, c'est une double question. Comme ça. Bon. J'ai une double question, et là, je pense que ça va plus être du pratico-pratique. En gros, on a la frontière française, et on a beaucoup de problématiques avec l'extrême droite, lilloise, Maubeuge, où ils sont bien positionnés et ils foutent pas mal de bordel et ils influencent énormément ce qui se passe dans ma région. Et avec mon collectif, on se pose toujours la question de comment créer en fait des connexions, un travail collectif qui dépasse juste les frontières. Parce que l'antifascisme, c'est pas juste être l'antifascisme national, on s'en bat les couilles. Je veux dire, à un moment, c'est international. Et comment est-ce qu'on fait en fait pour créer des luttes en commun et agir ensemble
pour pouvoir lutter contre l'influence de l'extrême droite, qu'elle soit en France, dans votre cas, ou en Belgique chez nous, où on a énormément de problématiques là-dessus. Je veux dire, toutes les semaines, on doit intervenir avec le collectif, on doit intervenir pour les soirées LGBTQ. On est obligé d'intervenir à chaque fois. Et alors, la deuxième question, c'est dans la région d'où je viens, c'est assez peu politisé. Les gens ne sont pas spécialement à s'orienter politiquement. C'est très ouvrier, très pauvre, très précaire. Et en fait, nous, on se pose la question de comment créer, à partir de l'antifascisme, un mouvement de masse, justement, dont tu parlais. Parce que justement, c'est ce qu'on devrait arriver à faire. En Belgique, ça devient une nécessité, parce que la Belgique, en France, vous entendez toujours le cordon sanitaire, etc. Mais ça, c'est au niveau francophone. Et en fait, en Belgique, ça fait 20 ans que c'est l'extrême droite qui domine. C'est 20 ans. Merci pour ta question, enfin tes questions. Je peux peut-être commencer à dire un petit truc et puis après vous me suivez. Mais par rapport à la dernière question et peut-être à la première aussi, l'idée c'est de dire comment on fait, organisons-nous quoi. Il y a une colère qui est en train de monter, il y a des orgas qui sont partout, il y a la jeunesse qui s'organise en vrai. Organisons-nous, rejoignons-nous, débattons, venons discuter, etc. Et c'est déjà énorme ce qu'on peut faire quoi, ensemble dans la construction d'un pouvoir populaire commun quoi. Et deuxièmement, et ça je pense que je te laisserai plus aller dessus, mais par rapport à ce que tu disais, l'extrême droite, etc. Et peut-être même aussi le discours que peut tenir ta famille comme tu as pris en exemple, en fait c'est ce que l'extrême droite est en train d'essayer de faire. C'est de nous faire croire que tous nos moyens de résistance sont mauvais, que tous nos moyens de résistance n'aboutiront à rien, que le collectif n'a aucun intérêt. C'est totalement faux et c'est ça sur quoi il faut vraiment lutter et c'est ça sur quoi il faut aller plus loin. C'est pour ça que s'organiser est hyper important et comme vous l'avez dit dans vos interventions, c'est que ça passera pas par juste regarder, ça passera par agir, ça passera par aller militer partout où on peut aller militer, réinventer l'antifascisme constamment. Voilà, peut-être que je vous laisse la suite. Ok, bon, j'ai identifié dans les questions un peu deux grands axes. La première question sur, en gros, là où j'habite, c'est un peu difficile d'échanger politique, de convaincre, etc. Je pense qu'on y est tous et toutes confrontés. Alors évidemment, suivant les localités, plus ou moins difficilement, j'imagine, voilà. Suivant les localités, pour moi, là par exemple, je suis dans le Vaucluse, on est un petit village rouge au milieu du RN, quoi. Forcément, c'est un peu sport aussi. Je pense en vrai, il n'y a pas mille solutions. Déjà prendre conscience. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas parler à tout le monde. Évidemment que quand on fait de l'action politique, on aimerait, si possible, convaincre tout le monde. Sinon, on ne ferait pas. Si possible, d'être le plus majoritaire pour mettre en action nos idées et donc changer radicalement la société, etc. Mais il faut aussi être lucide. En tant que matérialiste, il est évident qu'il y a des secteurs de la société, naturellement, qu'on va moins réussir à toucher parce que sociologiquement, de fait, ils ont moins d'intérêt à une transformation de la société. Des fois, par manque effectivement de compréhension de ce qui se passe, par manque d'information, etc. Là, on a un travail à jouer en tant que militant politique. Mais une réalité, c'est qu'il y a une partie de la classe ouvrière qui aujourd'hui, parce qu'aussi il faudra la redéfinir cette classe ouvrière. La classe ouvrière que nous connaissons aujourd'hui en 2025 n'est plus tout à fait la même qu'on a connue au début de l'ère industrielle et même au siècle précédent. Évidemment qu'il y a des transformations dans cette classe des travailleurs et travailleuses. Et il y a aujourd'hui une partie de la classe ouvrière qui est en déclin à coup de désindustrialisation dans notre pays, etc. Et qui donc de fait ne subit pas les mêmes transformations de la société que d'autres secteurs de travailleurs et travailleuses qui sont elles dans une situation ascendante en termes de développement, etc., de métiers, etc. Mais tout ça pour... Et évidemment, alors, dans certains endroits où il y a aussi moins de jeunesse, forcément ça a un impact sur l'idée de transformation de la société, etc. Parce qu'évidemment les jeunes ont plus d'intérêt a priori à une transformation de la société que des personnes qui ont acquis des fois un petit capital. Et d'ailleurs, c'est le cœur des classes séduites par le Rassemblement National. C'est généralement dans des situations, non pas, alors évidemment, la grande bourgeoisie, il y a une partie qui se radicalise, mais généralement dans des classes populaires ou des classes qu'on appelle la classe moyenne, des classes intermédiaires, qui ont acquis une petite propriété et qui tout à coup, face à la crise qu'ils sont en train de subir, voient
possiblement leurs intérêts reculer et donc leurs petites propriétés potentiellement disparaître. Et c'est ces classes-là que touche le Rassemblement national, en premier lieu. Et donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas parler, loin de là, il faut discuter, il faut échanger et montrer que le problème, évidemment, c'est nos exploiteurs et c'est les personnes qui sont à la tête de ce carnage organisé. Et surtout aussi ne pas trembler sur nos idées. Enfin moi je pense que la question antiraciste, certaines organisations, parce que là on a beaucoup parlé de la question sociale, mais certaines organisations et certains dirigeants politiques qui font mine, soit évidemment parce que juste ils n'ont pas d'ossature politique antiraciste, ou alors encore pire, qui en ont conscience, mais qui font mine de mettre ça de côté. Je vais citer personne ici, mais je pense que tout le monde a en tête quelques noms de personnalités politiques à gauche qui, pour pas froisser les électeurs du RN, disent non, c'est pas un vote raciste. Bah si, le vote du Rassemblement national est aussi un vote raciste. Ce n'est pas que la motivation raciste qui pousse au vote du Rassemblement national, mais ça en fait partie. Et si on le dit pas, ça veut dire qu'on peut pas l'affronter, et si on l'affronte pas, alors on n'a rien compris au problème. Parce qu'évidemment, l'électorat RN est aussi convaincu idéologiquement du racisme. C'est se mettre le doigt dans l'œil que de ne pas comprendre ça. Sinon, ils seraient tous avec nous. Les travailleurs et travailleuses qui votent actuellement RN. Donc évidemment ne pas céder sur ces questions-là. Et moi on me l'a dit, durant la campagne, je vous mens pas, même des fois des camarades de la France Insoumise qui sont de bonne volonté m'ont dit, mais c'était pas méchant, ils m'ont dit ouais t'as beaucoup parlé de la Palestine, t'as beaucoup parlé de la question de l'islamophobie, tu penses pas que pour le second tour, machin. Mais qu'est-ce que tu me racontes, camarade? Alors d'une part, on se bat pas seulement pour gagner une élection, mais pour faire gagner aussi des idées, premièrement. Et deuxièmement, surtout, c'est ne rien comprendre dans ce qu'on est en train de vivre encore une fois. Moi, je suis persuadé qu'on ne convaincra jamais des électeurs RN en essayant de faire l'amour, en essayant de se cacher sur le côté, en essayant de faire croire qu'on n'est pas trop antiraciste pour les séduire, etc. Bah non, moi je pense qu'il faut y aller plein fer, et au contraire, c'est en assumant pleinement nos idées, avec stratégie, encore une fois, évidemment, pas faire les gros bourrins gauchistes, etc. Avec stratégie, bah ça on pourra en discuter longuement, et encore une fois, on n'a pas la recette. Ici, personne prétend avoir la recette parfaite pour convaincre tout le monde, etc. C'est juste de donner quelques éléments de réponse. En tout cas, je pense que voilà, ne pas lâcher sur nos positions et être antiraciste, ça doit être la clé. J'ai beaucoup parlé, je vais essayer d'aller vite sur la deuxième partie, la question de l'internationalisme, l'impérialisme, etc. Bon, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais juste, je voulais insister sur une chose, c'est que Gaza va être un tournant historique. Gaza va être un tournant historique, évidemment en premier lieu pour le peuple palestinien, face au génocide qui est en train d'être vécu, mais aussi pour nos propres mouvements. Parce que ce qu'on est en train de vivre sous nos yeux, c'est un test de l'Occident pour savoir si oui ou non, on est en capacité d'accepter que des milliers et des milliers d'Arabes se fassent massacrer H24, sur toutes les, en direct là, sur tous les réseaux sociaux, etc. C'est ça qui est en train d'être testé aussi pour le reste de nos sociétés. C'est ça qui est en train d'être testé, et sur la question de l'internationalisme. C'est ça aussi qui va jouer là. Est-ce qu'on va être en capacité de créer des leviers? Là, on a beaucoup parlé du 10 septembre, à raison du 18 septembre qui arrive en France, mais on a quelque chose là qui arrive. C'est la flottille qui est en train de partir pour Gaza avec plus d'une centaine, il me semble, de navires, si je ne me trompe pas. Et on a notamment des dockers, des camarades de Gênes, en Italie, qui ont dit fièrement, qui ont dit que si un seul des cheveux des camarades était touché sur ces équipages, alors l'Europe serait bloquée. C'est un appel qui a été lancé, qui a été en partie reprise par les dockers de Barcelone. Mais ça, il faudra qu'on se lie à cette question-là dans les jours à venir, y compris avec la mobilisation populaire qu'il y a en France. Et donc, oui, Gaza va être un tournant historique, encore une fois, en premier lieu pour le peuple palestinien, mais aussi pour nos propres mouvements et dans notre capacité à agir à l'international, concrètement en créant des liens de solidarité. Je sais qu'en France, cette flottille, évidemment, elle fait du bruit dans les milieux militants, mais pas encore de façon très populaire comme dans d'autres pays. Tous les camarades le disent, on a des remontées, évidemment, Rima Hassan fait régulièrement des remontées par rapport à ça, notamment dans les pays du Maghreb, mais pas que. Dans tout un tas d'autres pays, c'est un espoir immense qui est en train de se créer, et y compris dans la jeunesse de tous ces pays-là. Donc on a une grosse responsabilité aussi historique de ce point de vue-là pour Gaza. Moi, pour répondre par rapport à la question justement des solutions, alors c'est pareil, effectivement, Hugo il l'a dit tout à l'heure, Raph vient de le redire aussi, il n'y a malheureusement pas de solution clé en main. Ça n'existe pas, et puis en plus, on pense que l'endroit où on se situe définira un panel de solutions qui n'existera peut-être pas ailleurs. Moi, je veux quand même un peu essayer de donner peut-être des indications et peut-être aussi des éléments de réflexion. En vrai, sincèrement, je pense que les gens et leurs besoins, ils est ouverts sur eux-mêmes. Il y a une part égoïste et c'est normal. En fait, on a envie de vivre normalement, on a envie de vivre correctement. Même pour nous, hein. En vrai, moi, je sais que je veux changer le monde et faire en sorte que les choses elles soient différentes, parce que j'ai un gamin, parce que je gagne mal ma vie, et parce qu'en fait, j'en ai ras le cul, en fait, de vivre dans une société comme ça. Moi, en fait, je veux pas les miettes, je veux pas la baguette, je veux la boulangerie, je veux le moulin, je veux tout. En fait, c'est normal. Et ce truc-là, en fait, c'est ce gros gâteau-là, en fait, que nous, on n'a pas, qu'en fait, qu'il faut qu'on arrive à se partager. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, je pense que
l'échelle locale, il permet ce truc-là. C'est-à-dire que à partir du moment où on permet aux gens de pouvoir vivre correctement, en fait, on va donner les éléments pour, en fait, permettre de se dire, on peut arriver à créer une vie collective un peu uniforme, un peu cool, un peu machin, etc. Parce que pourquoi la question du local, elle est importante? En fait, si on n'a pas de place en crèche, si on n'a pas de place en périscolaire, et il se passe quoi? En fait, du coup, on va être à temps partiel. En fait, peut-être qu'on va devoir pas bosser. En fait, il y a ça. Et en fait, si on arrive à rassurer ces besoins-là qui sont essentiels, en fait, à partir de ce moment-là, on crée les conditions pour l'émancipation. Et en fait, c'est là où c'est important. Et du coup, pour donner une solution un peu plus concrète, par exemple, et je vais donner l'exemple que nous, on a fait à Saint-Etienne, pour le coup, que la JC de la Loire avait fait, assez vite, on s'est dit, il faut qu'on arrive à s'impliquer dans le monde associatif stéphanois. Et on a commencé par faire de l'aide aux devoirs. Dans une amicale laïque dans un quartier. On a fait de l'aide aux devoirs. Et en fait, en faisant de l'aide aux devoirs, en fait, on a capté les responsables de l'amicale laïque, en fait, qui nous ont expliqué qu'il y avait un problème dans l'amicale laïque, c'était qu'en fait, il y avait les vieux boulistes, et j'ai rien contre la pétanque, j'aime bien aussi les vieux boulistes, mais en l'occurrence pas ceux-là, les vieux boulistes qui étaient racistes, qui voulaient faire péter le secteur jeune de l'amicale laïque, et en fait, du coup, ils avaient besoin de nouvelles un peu énergies, dont nous, par exemple, les jeunes, pour arriver à essayer de faire péter les vieux boulistes. Du coup, on y est allé, on a fait péter les vieux boulistes. Et on les a dégagés de cette amicale laïque. Et cette amicale laïque est devenue un endroit pour le coup où il se passe des choses énormes et où en fait on arrive à le truc de le service périscolaire, il est resté en place. Les gens du quartier ils ont pu continuer à mettre leurs gamins dans le service de périscolaire et en fait on a permis de créer un vrai truc qui a marché à cet endroit-là. Et en fait je pense que sincèrement ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça pour moi ça c'est un vrai truc de là il y a un truc là il y a du concret en fait. Et le Covid et les brigades de solidarité nous ont indiqué ça aussi en fait. C'est-à-dire que pendant les brigades on s'est rendu compte que nous on était vachement aussi dans l'élaboration des discours et tout ça. En fait là on avait des gens qui étaient en galère. Et du coup là on prend une petite claque de ok bon on peut peut-être faire autre chose aussi quand même. Il faut aller dans le concret. Et le concret je pense que pour moi il est important. Et d'autant plus qu'en fait il est d'autant plus important que l'extrême droite elle exploite ces colères-là. On l'a dit tout à l'heure et je renvoie aussi à la thèse de Félicien Faury par rapport à cette question-là sur les motivations. La question que les motivations, ça se trouve je vais dire une grosse connerie, je résume très mal son bouquin, mais moi comme je l'ai compris, c'est les motivations elles sont souvent amenées par la peur du déclassement, mais en fait à la fin ça reste un vote raciste. C'est-à-dire qu'à la fin, in fine, et on l'a vu d'ailleurs au débat du deuxième tour, qu'il y avait eu pour les législatives entre Attal, Bardella et Emmanuel Bompard, où Bardella parle de la réforme des retraites et puis dit retraite à 67 ans, etc. Enfin, un truc de fou. Et ça n'a pas empêché les gens de voter pour ça. Alors que les gens, la majorité, je pense, étaient contre la réforme des retraites. Ça montre bien que la motivation qui reste à la fin derrière, c'est la motivation raciste. Et c'est en ça où nous, on a une construction après idéologique. Mais bref, en tout cas, voilà. Pour moi, c'est... Je pense qu'en passant par du concret, par des petits outils, sachant que c'est des outils qui ne marcheront pas forcément de partout et tout le temps et tout ça, je pense que c'est là où on a un levier qui est important. On a un truc à jouer et on a quelque chose à construire. Ouais, très vite parce que l'essentiel a été dit, mais juste pour réagir sur ce qu'a dit le camarade tout à l'heure, sur la majorité, en gros la classe ouvrière vote pour le RN. La majorité de la classe ouvrière vote pour le RN, c'est faux. C'est littéralement faux selon toutes les enquêtes. Là, le RN a battu son record électoralement en milieu ouvrier aux dernières élections. Ça c'est vrai. Ils ont fait entre 40 et 50% des ouvriers qui votent. Avec un taux d'abstention de plus de 60% parmi les ouvriers. Ça veut dire quoi? Si vous faites des maths, c'est qu'il y a moins de 25% très certainement des ouvriers qui ont voté pour le RN, pour l'extrême droite, dans son ensemble. Ça compte pas tous ceux et toutes celles qui ne sont pas inscrits, et qui sont ouvriers et qui sont particulièrement représentés en milieu ouvrier. Ça compte pas ceux et celles qui sont ouvriers en France et ouvrières et qui sont de nationalité étrangère et qui de toute façon, parce que la gauche PS a trahi depuis 40 ans, n'ont pas le droit de vote. Promesse du PS en 1981 et encore en 2012 avec Hollande. Pour être des électeurs et électrices si la gauche avait tenu ses promesses. Donc dire que la classe ouvrière ou la majorité de la classe ouvrière vote pour le RN, c'est faux et c'est désespérant. Et dans les deux cas, faut pas dire ça. Et par ailleurs, donc, ça renvoie un peu à la question de la première question, c'est 20 à 25% de gens qui votent pour le RN et dont une bonne partie, effectivement, aujourd'hui, c'est un vote assez stable, vote pour le RN à chaque élection. Effectivement, c'est pas ceux et celles qu'on va convaincre dans l'immédiat. Peut-être qu'au bout du processus, ils arrêteront de voter pour le RN. Mais il y a un grand champ qui est ouvert à nous.
enfin, c'est peut-être trop dit de manière trop optimiste, mais faut prendre le grand air en quelque sorte. Il y a 50, 60, 70% des gens au milieu populaire, et effectivement on peut dire même la classe travailleuse aujourd'hui, c'est pas juste ceux qui sont classés par l'INSEE comme ouvriers, c'est ceux qui sont classés comme employés de commerce, aides-soignantes, aides à domicile, y compris une partie de ceux qu'on classe comme profession intermédiaire, pour moi font partie de la classe travailleuse à proprement parler. Donc c'est 60, 70%, 60, 80% de la population active en réalité. Et ces 80% de la population active, ils votent pas très majoritairement RN. Donc il faut prendre le grand air, arrêter d'essayer de convaincre son oncle facho, raciste, machin, et aller voir d'autres gens, essayer d'organiser d'autres gens, et y compris aller sur des terrains où on ne nous attend pas, aller dans le Vaucluse. T'as dit, effectivement, Avignon c'est peut-être moins bien que les bleds autour, mais même là c'était pas gagné. Mais même quand on est à Saint-Etienne, ça peut être d'aller voir les bleds autour. Moi je viens de la région centre, Tours, Orléans, etc. C'est pas simplement s'en tenir effectivement à ces villes moyennes, essayer d'aller dans les petites villes autour, d'aller créer du lien politique, etc. Je discutais avec une camarade qui a déménagé de Paris 18e, où effectivement ça vote pas beaucoup pour le RN, et qui est allée dans le Morvan. Elle me disait, elle est arrivée, il n'y avait aucun cadre pour lutter contre l'extrême droite, c'était au moment des élections en 2024. Et ils ont créé assez rapidement un réseau de 150 à 200 personnes dans son coin, avec juste des petits bleds, etc. De gens de gauche, de gens qui avaient envie de faire un truc contre l'extrême droite, alors pas forcément des gens toujours très radicaux, etc., mais des gens attachés à des idées d'égalité, de justice sociale. Et à partir de là, effectivement, ils ont commencé à secouer le cocotier localement. C'est un peu ça, enfin, je veux dire, il faut partir de là. D'une certaine manière, dans le Nord, le RN est parti de petit. Je dis pas qu'il faut faire ça. Effectivement, quand on regarde ce qu'ils étaient il y a 20 ans, d'un point de vue militant et électoral, ils étaient quasiment rien dans le bassin minier. Il y a un documentaire qui est extraordinaire de ce point de vue-là, qui s'appelle Au pays des gueules noires, et qui raconte cette stratégie qu'ils ont eue d'implantation dans le bassin minier, et à quel point, on voit à quel point ils sont partis de rien. Et ils ont gagné effectivement des territoires qui étaient des territoires de très vieille implantation socialiste et aussi communiste. Et effectivement, ils ont gagné, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné éternellement, et ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas, d'une certaine manière, à partir de forces qui sont en réalité moins minoritaires, moins groupusculaires que ce que eux étaient il y a 20 ans dans le bassin minier, qu'on ne peut pas reconquérir une forme d'hégémonie peut-être à terme dans ces territoires populaires, ouvriers, y compris de vieille immigration aussi. Voilà, mais en tout cas, il ne faut pas partir perdant, mais ça suppose de pas s'enliser dans des discussions à perte de vue avec des gens qu'on ne convaincra jamais, d'aller voir d'autres gens peut-être effectivement moins politisés, qui vont discuter moins spontanément de politique, mais qu'on va organiser sur des bases beaucoup plus concrètes de solidarité, de quartier, de solidarité à l'université. Moi je suis toujours un peu effaré de voir qu'il y a plein effectivement de jeunes étudiants qui ont des idées très progressistes sur la fac où j'enseigne, mais qui ne sont pas du tout organisés collectivement, et qui effectivement ces idées elles restent un peu, elles sont pas embryonnaires mais elles sont dans leur tête, mais ça donne rien en termes d'action concrète. Alors certains et certaines vont aller en manif, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on voudrait qu'il y ait plus de collectifs, de syndicats étudiants ou de collectifs antiracistes ou pour la Palestine sur la fac, et il n'y en a pas. Regarde sur la mienne. Donc voilà, il y a un énorme boulot d'organisation collective. C'est un peu ça ce que j'ai essayé de dire dans ma première intervention, c'est l'infrastructure de la politique d'émancipation, l'infrastructure de la contestation, il faut les construire. C'est les organisations des collectifs. Je dis pas que il faut aller dans telle ou telle organisation, mais déjà construisons localement, construisons là où on est, et sans déléguer à des influenceurs ou sans déléguer à des élus, je le disais tout à l'heure. C'est nous et nous seuls en quelque sorte qui pouvons changer les choses. Merci, trop bien. Est-ce qu'on se prend encore 2 questions? Et après, je pense qu'après ça, on pourra clôturer le débat. Mais on s'en prend encore 2 et on continue. On a encore un peu de temps. Ouais, moi, je voulais revenir sur les trucs de la gestion des institutions capitalistes dans un contexte de crise. Et l'exemple très malheureux, à mon avis, est de revendiquer les propositions de contrôle des mairies à l'échelle locale qui a été pris de l'Espagne. Parce que franchement, je trouve, pour le dire doucement, très injuste de revendiquer ces modèles. Parce que je crois qu'il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé en Espagne les 10 dernières années. Des raisons même de la scission de la JC en Espagne par rapport à ces questions. Qu'est-ce que les militants communistes ont à dire par rapport à ces questions? Parce que c'était les gouvernements sociaux, en plus de devoir combattre les fascismes, les militants communistes et les militants en général en Espagne doivent aussi combattre les gouvernements social-démocrates. C'est lui à l'échelle nationale, c'est lui à l'échelle locale qui envoie les flics expulser les familles, qui a 25 grévistes avec des procédures pénales, des centaines de militants du mouvement de logement avec des serments de normes et des procédures pénales aussi.
Et, donc quand même, je crois que revendiquer les mairies locales, le pouvoir, je sais pas quoi, je crois que c'est très injuste vis-à-vis surtout de la jeunesse communiste en Espagne, qui a des milliers de militants qui subissent tous les jours la répression. Parce que, et là, je crois qu'il faut revendiquer une lecture un peu plus large du tournant autoritaire des États, parce que la fascisation, elle n'est qu'un côté, c'est les côtés les plus graves, les plus aigus du tournant autoritaire. Mais même quand la social-démocratie gouverne, l'État est en crise et les institutions sont forcées d'être imprimées davantage. Et peu importe si c'est le gouvernement social-démocrate ou pas, les militants doivent subir ces institutions et la population intégrale. Donc, je crois qu'il faut... En France, c'est plus facile de voir la question comme une lutte plus centrée sur l'antifascisme, mais les concepts d'autodéfense en général, c'est beaucoup plus clair ailleurs, et je crois qu'il faudrait entamer les dialogues aussi avec les lycées, par exemple de l'Espagne, parce que ils sont tirés le bilan de ces types du cycle de mobilisation politique d'après la crise. Et ils ont des propositions pratiques alternatives à ça, qui ne passent pas par la gestion des institutions capitalistes. Et je crois que quand même, voilà, il ne faut pas faire comme si on partait de zéro. Merci pour ta question. Est-ce qu'on a une deuxième? Ouais. Enfin, j'ai pas tourné trop la tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Ok, parfait. Bonjour à tous, moi je voulais poser une question par Est-ce que rapport tu peux rapprocher le micro, on n'entend Oui. pas. Est-ce que c'est mieux? Non. Non. Allô, allô? Ouais, parfait. Alors, moi je voulais vous poser une question par rapport à ce dont vous avez déjà parlé dans les moyens d'action. Vous avez parlé notamment, Pascal Arnaud a parlé des moyens, et vous avez parlé également des moyens de violence qui ne pouvaient être pas forcément physiques. Aujourd'hui, on observe que l'extrême droite, par son empire médiatique, son contrôle des médias a une vraie importance et un vrai poids dans la vie des gens, dans la fascisation. Est-ce que la place centrale de la lutte antifasciste et antiraciste ne serait pas aussi, alors je sais que vous en parlez régulièrement, mais dans la réappropriation du roman national qui est construit depuis pas mal d'années par l'extrême droite? Je parle de réappropriation, mais c'est surtout reprendre le roman national et le continuer, parce que c'est pas oublier aussi tous les combats qui ont déjà été menés, tous les combats qui ont déjà été réussis. Aujourd'hui, l'extrême droite met vraiment... Excuse-moi, juste derrière, ils n'entendent pas, tu peux un peu plus parler. Oui. Désolé, je te coupe. Aujourd'hui, l'extrême droite met vraiment tout en œuvre pour réécrire cette histoire, réécrire l'histoire des combats. On le voit notamment avec l'antisémitisme qui est forcément imposé à gauche, comme si toute l'unité de gauche était antisémite. On nous renvoie dos à dos avec l'extrême droite, on nous impose même ces luttes d'extrême droite pour nous dire que c'est la gauche radicale qui est raciste, qui est en fait les antifascistes sont les vrais fascistes. Est-ce que le roman national n'est pas un mode de communication, un mode d'action et une réappropriation qui pourrait également remotiver les militants? Vous avez parlé tout à l'heure du fait que l'antifascisme était, alors vous ne l'avez pas dit comme ça, mais moi je l'ai compris comme ça, était aussi plus dur à intégrer qu'avant, dans le sens où l'extrême droite est de plus en plus soudée dans son racisme et de plus en plus soudée aussi grâce à ce roman national. On voit des gens qui sont de moins en moins politisés mais qui rejoignent l'extrême droite par le racisme, qui soutiennent entre eux l'antifascisme. Alors on a beau un certain nombre de gens se dire antifascistes, on ne soutient pas forcément entre nous, on ne soutient pas forcément dans les actions. Est-ce que c'est pas le roman national, la réappropriation, qui pourrait aussi remotiver les troupes et un petit peu unir Merci pour ta question. Je sais pas si ça vous va, si je vais sur la première question, étant donné que ça va parler de jeunesse communiste. Ouais, en vrai, pour répondre à la première question, encore une fois, nous, on l'a bien dit, mais la jeunesse communiste, c'est pas les urnes hein, dans lesquelles on croit. C'est-à-dire que demain, même si après le 10 septembre, donc là, le mouvement il va continuer, si le 18, Macron tombe, bien sûr qu'on sera là derrière, mais derrière toutes les politiques pour dire on ne fera aucun compromis
sur nos volontés, sur notre révolte interne et sur notre organisation qu'on est en train de faire aujourd'hui et sur la ligne qu'on est en train de tenir. C'est pas parce que c'est un gouvernement de gauche qui va être en haut qui va pas être encore régi par tout le modèle capitaliste dans lequel on est. Hein. Et ça, il faut tous qu'on s'en rende bien compte. Si on s'en rend pas compte, oui, alors à ce moment-là, on relaissera encore aux mains, et ça a beau être la gauche, on relaissera encore aux mains dans des mains politiques, etc., qui sont pas les nôtres, objectivement, qui ne sont pas les nôtres, parce que l'appareil bourgeois ne nous correspond pas. Et sur ça, c'est pour ça que je te rejoins, camarade, c'est il faut toujours qu'on soit là, il faut qu'on soit là derrière, il faut qu'on soit là partout où encore une fois on peut être. Et c'est pas pour autant que la solidarité doit s'arrêter. C'est pareil, on doit continuer de militer à la CGT, on doit continuer de militer dans des assos, dans des organisations anti-impérialistes, etc. Et sur ça, on ne démordra pas, malgré tout ce qui peut se passer derrière, après le mouvement qu'on vient d'avoir du 10 septembre. Parce que la lutte, elle continue, mais elle continue aussi pour nous, pour eux aussi. Moi, pour essayer de répondre aux deux questions, la première par rapport à ce que tu dis là sur les villes espagnoles et tout ça, en vrai, j'étais pas du tout au courant par rapport à la question, tu vois, des jeunes communistes et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que peut-être que l'exemple est peut-être pas le bon. Par contre, et ça c'est quand même une réalité de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, moi je crois pas qu'il existe de parti révolutionnaire de masse. En fait, sinon on serait tous dedans. Et du coup, ça serait cool. Et en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au vu de la situation, on est obligé, et comme ça s'est passé par le passé, de travailler avec des organisations social-démocrates. Parce que du coup, le danger, il est plus important. C'est en tout cas ce qui s'est passé, en tout cas dans certains pays, avec tous les paradigmes. Parce que les organisations social-démocrates ont créé la mort de... Enfin, ont tué en Allemagne une Rosa Luxembourg ou autre. Mais aussi, il y a eu une alliance, notamment on parlait de la question de février 34, avec la mobilisation, alors du 6 qui étaient les fascistes, mais la réponse du 8 et du 12, où c'était les organisations, pour le coup, communistes, antifascistes, et puis socialistes, etc. Où du coup, il y a eu ce travail-là. Mais ce travail-là, il n'est pas forcément sur une compatibilité idéologique, il est en lien avec la question du danger. Et ça ne veut pas forcément dire que ce compromis-là veut dire se compromettre sur le discours qu'on a apporté. Et ça, pour moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut qu'on arrive à construire toujours un modèle révolutionnaire, mais il n'empêche qu'il faut qu'on arrive à grappiller pas à pas les choses qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, le danger est là. Donc du coup, je pense qu'on n'a pas le choix de définir des alliés objectifs. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Hein. Et par rapport à la deuxième chose, sur la question du roman national, moi, je suis d'accord, de ouf. La question du roman national, il y a des points de l'histoire dont on ne parle pas, en fait. En France, par exemple, on ne sait pas que les 2/3 du territoire national, ils ont été libérés, notamment grâce à la progression de l'armée d'Afrique, qui a fait un débarquement en Provence, et on n'en a pas du tout parlé. En fait, je pense que la majorité des gens se disent les Américains sont venus, ont sauvé la France et puis point barre. Mais c'est pas vrai en fait. Enfin, moi personnellement, mon grand-père il est venu aider à sauver la France. Donc en fait, mon grand-père il a plus de légitimité à être là que Marine Le Pen avec son grand-père Collabo. Et en fait, du coup, moi c'est ça en fait qui me révolte. Et je pense qu'il pourquoi je me suis engagé politiquement, je pense. Mais c'est cette question un peu d'injustice. Et je pense que même les jeunesses, pour le coup, issues de l'immigration, notamment algérienne, enfin maghrébine en général, ne sont pas au courant que généralement une bonne partie de leur grand-père ou de leur grand-mère, etc. sont venus et en fait ont travaillé justement à la libération d'un pays qui n'était pas le leur. Et moi, pour moi, il y a ce vrai enjeu, effectivement, pour le coup, de rétablir la vérité et de se réapproprier l'histoire. Ça, pour moi, c'est un vrai enjeu ultra important. Et je pense qu'en plus, c'est un vrai outil pour le coup pour convaincre des gens. Parce que quand on va voir un mec qui aime son drapeau, le pays, etc., on va lui dire ah mais gros d'accord. Mais du coup tu vas l'aimer dans toute sa construction. Et puis du coup on va repartir à la Deuxième Guerre mondiale en fait. Tu sais ce qui s'est passé au débarquement de Provence. Et moi pour moi il y a ce vrai enjeu. Effectivement, ce roman national il faut le péter, il faut le déconstruire. Et je pense que c'est un vrai outil, un vrai levier pour arriver à quelque chose. Non mais en vrai j'ai quasiment rien à rajouter à ce qu'a dit Eddy parce que c'est le point fondamental sur cette affaire. Juste, je pense qu'il y a deux niveaux dans l'internationalisme qu'on doit pratiquer parce que l'internationalisme effectivement c'est les anticorps dont on a besoin face au fascisme. Enfin, parmi les anticorps dont on a besoin face au fascisme, il y a un truc c'est bien souvent, je sais pas, il y a un discours sur le fait que la classe ouvrière allemande aurait soutenu le nazisme. En réalité, en Italie et en Allemagne, c'est plutôt la classe ouvrière, c'est plutôt dans les classes ouvrières que le nazisme et le fascisme se sont le moins implantés, parce qu'il y avait des organisations internationalistes et des idées internationalistes qui étaient déjà fortement présentes dans ces milieux-là.
Donc nous, c'est vrai que dans le travail qu'on a à faire sur le plan politique, intellectuel, culturel, et les idées qu'on a à transmettre, à diffuser, voilà, il y a ce point-là, il est central. C'est pour ça que moi, je suis pas pour sortir la Kalachnikov dès qu'on voit un drapeau bleu, blanc, rouge, quand on voit chanter des gens la Marseillaise, etc. J'étais pour aller manifester avec les Gilets jaunes en 2018, là où il y avait des drapeaux bleu, blanc, rouge, etc. Ça ne doit pas nous empêcher d'être présents avec les gens qui viennent avec voilà, les symboles, etc. Ceci dit, on ne peut pas simplement se dire on va souffler sur ces braises-là et ça va nous rapporter après. C'est un terrain qui n'est pas le nôtre, fondamentalement. Et effectivement, il y a deux niveaux. C'est pour faire péter la lecture nationaliste de l'histoire de cette nation. C'est pour pratiquer une lecture internationaliste de l'histoire de la nation française, y compris en rappelant toujours des épisodes qui ne plaisent pas aux nationalistes et à la lecture nationaliste type roman national. L'histoire algérienne, l'histoire de la révolution algérienne et de sa répression par l'État français, l'histoire de la révolution française incluant la révolution haïtienne par exemple, et voilà, des trucs relativement peu connus, mais en tout cas proposer cette lecture internationaliste de l'histoire de la nation française, mais par ailleurs, pratiquer en chaque moment, tu disais un peu ça, l'internationalisme, c'est une forme d'empathie vis-à-vis du régime. C'est en gros être solidaire de l'ensemble des mouvements d'émancipation. Notre tradition, c'est pas la tradition nationale, c'est la tradition des opprimés, partout dans le monde et à n'importe quel moment de l'histoire. Donc d'une certaine manière, quand les Chiliens se révoltent à la fin des années 2010, et les Chiliens et Chiliennes, ils vont dans la rue de manière presque insurrectionnelle, etc., c'est aussi notre histoire. Et c'est une partie de la tradition qu'on doit réussir à insuffler ici et maintenant, là où on est. Donc l'internationalisme, c'est à la fois un internationalisme domestique, ici de France, et qui fait éclater de l'intérieur en quelque sorte le roman national, mais c'est aussi s'ouvrir à l'ensemble des luttes internationales, etc. Et c'est pour ça que tu le disais, la lutte de solidarité avec la Palestine, elle est cruciale. Et on le sent, elle va former toute une génération en réalité de militants et de militantes pour qui ce sera une césure, une bifurcation absolument fondamentale, je pense, dans leurs existences en réalité. Donc voilà, donc ça, vraiment je pense que c'est crucial à ces deux niveaux, mais parce qu'il y a cette petite musique dans pas mal de milieux, y compris au PC sous la direction Roussel, on va aller sur le terrain idéologique de l'extrême droite, on va leur donner un peu de bleu, blanc, rouge, on va leur donner un peu de trucs viandards, barbecue, etc. Et d'une certaine manière, ça va nous rapporter. Mais cette ligne, elle n'a jamais gagné nulle part. Nulle part, tu le disais, il faut être fier de nos idées internationalistes, antiracistes, etc. Ça marche même d'un strict point de vue. D'un strict point de vue électoral, je suis désolé, ça marche pas. Tous ceux qui ont été sur ce terrain-là, de Chevènement jusqu'à Roussel, Roussel, il a fait 2% aux élections. Celui qui a fait un peu moins de concessions, voire moins de concessions, et qui a tenu des discours contre l'islamophobie, contre les violences policières, qui était Jean-Luc Mélenchon, peu importe si on l'apprécie en tant que personne ou pas, mais il a fait 22%. Le résultat des urnes montre même que cette ligne-là, dont on va se concentrer sur les questions économiques et sociales, et par ailleurs on va faire toute une série de soi-disant concessions à l'extrême droite ou aux électeurs d'extrême droite, même ça marche pas sur le terrain opportuniste électoral. Donc n'allons pas sur ce terrain-là. Voilà, on a déjà perdu sur ce terrain-là. Voilà, donc je m'arrête là et je laisse la parole à notre tribun, à Raphaël Arnaud. Juste sur la première intervention, sur la question des mairies en Espagne ou des JC en Espagne, bon, je vous avoue que j'ai pas tout le processus en tête forcément parce que je suis pas, je n'avais pas connaissance. Mais par contre, j'aimerais attirer l'attention sur une chose. Je dis pas que c'est ce qui a été dit, mais je sens que très rapidement, et je l'ai entendu de la part de beaucoup de camarades, parce qu'on peut être dégoûté des fois effectivement de gens qui prennent le pouvoir et qui reprennent tout ce qu'on n'aime pas, des démocraties libérales classiques, voire même avec un tournant autoritaire et raciste qui existe dans la société et qui s'adapte parfaitement à ce tournant-là. De quand même pas tout confondre. Moi par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Sur ma circonscription, il y a 3 communes. Il y a Avignon, Le Pontet et Morières. Il y en a une qui est tenue par les sociodémocrates, c'est-à-dire le Parti Socialiste. 2 autres qui sont tenues par le Rassemblement National. Dieu sait que ça m'agace ce qui se passe à Avignon. Ils ont notamment rien fait pour éviter que le réseau d'eau soit récupéré par le privé. Ils n'ont rien fait pour que le réseau habitat des logements sociaux soit récupéré par le privé. Il y a tout un tas d'exemples comme ça, oui, qui doivent nous agacer profondément et contre lesquels on doit lutter et contre lesquels on doit agir. Par contre, je peux vous assurer, pour voir de nos propres yeux, des mairies tenues par le Rassemblement National, c'est quand même encore pas tout à fait la même sauce. Et j'aimerais quand même dans nos têtes, ça soit très clair, qu'on ait des débats à gauche, oui, qu'on doit lutter lorsqu'il y a des inégalités qui sont appliquées au pouvoir, lorsque des gens qui se réclament de gauche le sont, oui, il faut le faire.
Par contre, j'aimerais qu'on ne se rende pas sur une chose, on a des ennemis mortels que sur l'extrême droite. Ça ne veut pas dire céder face aux politiques qui sont menées, y compris par les sociodémocrates. Ça veut juste dire comprendre qu'on a un ennemi mortel et qu'on doit mettre toutes nos forces pour l'abattre. Sinon, juste, on n'aura même plus de quoi résister et même plus de quoi dire qu'on n'est pas content. Voilà, donc juste remettre les choses au clair de ce point de vue-là, parce que ça a été aussi des erreurs historiques. On a beaucoup parlé des sociodémocrates, on pourrait aussi parler de l'histoire du KPD en Allemagne, qui aussi, je pense, de ce point de vue-là, a fait des erreurs historiques en pensant que le Parti social-démocrate, à l'époque, au pouvoir, était à peu près la même chose que le Parti nazi qui est en train de monter. Bah non, c'est des erreurs historiques et qu'il va falloir contrer. Et donc voilà sur la première question. Sur la question de la réappropriation du roman national, bon, je pense qu'on pourrait lui donner plein de noms à cette idée du roman national. C'est plus la description de la société dans laquelle on se trouve et ce qu'on est en train de nous tisser. Et ça m'a fait penser à l'Assemblée nationale. Régulièrement, on reçoit des outils de propagande de la droite radicale, voire même de l'extrême droite. Et récemment, on a reçu des ouvrages qui tentent de nous expliquer que finalement l'antisémitisme en Europe, c'est la gauche. Ce serait la gauche. Et l'antisémitisme, de ce point de vue-là, a été un marqueur du tournant un peu de ce roman national qui est en train de nous être livré. Et là, je le dis, les camarades, il faut être fort dans ces cas-là. Et je suis très heureux qu'il y ait des organisations qui n'aient pas lâché sur cette question-là, parce qu'y compris, même nous, les militants les plus investis, les plus convaincus, antiracistes, etc., on va pas se mentir, ça a été dur. Ça a été violent de se dire que, comme tu l'as dit, Eddy, on devait se justifier sur la question de l'antisémitisme. Alors oui, entre nous, encore une fois, on n'est pas parfait. Enfin, quelle organisation aujourd'hui pourrait se prétendre émancipée de la lutte contre le sexisme? Quelle organisation pourrait se prétendre émancipée de la lutte contre l'islamophobie ou contre l'antisémitisme? Personne. On doit se corriger entre nous et s'interroger entre nous. Par contre, j'en veux énormément aux dirigeants politiques de gauche, aux dirigeants politiques qui se disent antiracistes, qui ont cédé sur ces plateaux télé, qui ont cédé lorsqu'on nous accusait d'antisémitisme face à des racistes de la première heure, y compris des antisémites de la première heure. Ça a été gravissime ce qui s'est passé sous nos yeux et en direct à l'Assemblée nationale. Je peux vous assurer que ça fait quand même un drôle d'effet lorsqu'on a des ministres macronistes qui nous traitent d'antisémites et qu'il y a tout le Rassemblement national qui se lève comme un seul homme, alors qu'il y a à peine quelques mois, il y en a qui tenaient des librairies négationnistes, qui écrivaient encore dans des ouvrages pétainistes. Mais ça, faut qu'on ait la rage au bide quand on les affronte et que jamais on baisse les yeux lorsqu'on nous traite d'antisémites ou que sais-je. Mais ça vient pas de nulle part, encore une fois. Ça vient de notre formation politique. Et ça, faut être ferme de ce point de vue-là. Ne rien lâcher sur ces questions-là. Et les gens nous observent. Les gens nous observent. Il y a un début de traduction électorale. Il y a un début de contestation dans les mouvements populaires. Les gens nous observent et feront confiance à celles et ceux qui ne lâchent pas. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Donc faites confiance, encore une fois, à celles et ceux qui ne lâchent pas. Et voilà. Désolé, je me sens pas enflammé. Bah merci, hein, je crois que tu as fait une belle conclusion là. Je ne sais même pas faire mieux déjà parce que j'ai recassé, mais aussi parce que là franchement t'as tué le game. Mais non, en vrai, objectivement, bah rien que regardons-nous quoi. On est sur ces débats, on a encore débattre de cette question. Je pense que ça démontre bien de ce qu'on est capable de faire collectivement, qu'on a une carte à jouer. Et que la lutte elle commence et qu'elle s'est pas finie et qu'on va gagner, qu'on va faire tomber Macron, qu'on va continuer à créer un pouvoir populaire, qu'on s'organise partout en France et qu'en fait, là, cette question elle est plus qu'urgente et on va réussir. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi là, alors ça sera là, enfin nous on a besoin d'argent. Parce qu'en fait on réalise un film sur l'antifascisme, justement on parlait de la question du narratif, du roman national, etc. On va aussi construire un peu, parce qu'on parle souvent de l'antifascisme, mais en fait c'est jamais nous qui en parlons, et puis c'est toujours les ennemis qui en parlent, et puis ils le caricaturent et ils le vulgarisent. Du coup on est en train de faire un film sur l'antifascisme, c'est un projet quand même assez ambitieux et d'ampleur, et on a besoin de monnaie. Donc n'hésitez pas à commander une ou deux bières de moins. Non, pas sur ce stand. Commandez des bières ici, pas sur les autres stands. Et en tout cas, commandez-en moins là-bas pour nous donner un peu d'argent. Non, voilà, en tout cas, il y a un financement participatif. On fera passer un petit tract. Et l'idée, c'est qu'on récolte un peu les soutiens, que ça soit de l'argent ou même que ça soit juste du partage et du relais et tout ça pour qu'on arrive à avoir un vrai film, un vrai support sur notre définition aujourd'hui de l'antifascisme et la nécessité que ça soit une lutte collective. Voilà.
Vas-y.